Oh bah tiens, comme on se retrouve, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur la chaîne de Vérité à venir. Si vous appréciez les contenus, vous pouvez liker, commenter, partager et même vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous m'avez vu parler du socialisme à travers différents prismes, Assos, on va pas refaire tout le cursus, y compris les fondations, les personnalités, et on en arrivait à comprendre ce qu'ils voulaient, une utopie. Mais pour y parvenir, ils sont obligés de créer un monde qui existe avec les valeurs, les traditions qui sont déjà partagées et propagées dans le monde. Et je vous avais parlé de Gustave Le Bon, Psychologie du socialisme, dont je vais vous proposer quelques pages aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque j'avais cité Platon, je vous avais dit République 5, il faut en sorte de promotionner l'homosexualité au bas peuple pour éviter une reproduction de ce qu'ils appellent les niveaux inférieurs. Et puis, dans cette idée-là, il y a le meilleur des mondes sexuels, où pareil, je vais vous apporter quelques petites références, et on en viendra à ce livre, Ce que l'argent ne saurait acheter, de Michael J. Sandel, et à la compréhension que tout s'artificialise, donc des villes au rapport humain, et vers le technocosme au rapport, à la limite, robotique, en tout cas dans un ordre où on est dans l'approximation, on reproduit les choses naturelles mais de façon mécanique. Que reste-t-il après donc la fin de l'espèce humaine et l'ultime transgression de Jean-Pierre Dickès? Et on recoupera aussi avec Louis Raybaud, puisque j'ai continué la lecture et on verra que les utopies avant Thomas Morus, Aldous Huxley étaient déjà promotionnées, bah, de toute façon, on s'en doute rien que par Platon et la République. Et, alors attendez, hop, que je mette ça dans l'ordre. On va de suite entamer Psychologie du socialisme. Dedans, je suis marqué par plein de faits. Parce que je fais l'exercice aussi de lire Mein Kampf, mon combat d'Adolf Hitler. Donc, au niveau des idées sur les juifs, etc., c'est à condamner. Mais essayons de voir de qui il s'est inspiré. Et dedans, ce qui est frappant, c'est qu'il met les chrétiens démocrates, on va dire ça comme ça, avec les pan-germanistes en opposition dans les techniques qui sont employées pour gouverner sur les foules. Et dedans, il en vient à faire la distinction des bons et des mauvais points qu'il peut attribuer. Et euh, on voit qu'il est en fait inspiré par Gustave Le Bon, Édouard Bernays, donc Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895. Édouard Bernays, pareil, dans les mêmes années, peut-être un peu après, 1900 et quelques. On voit derrière l'inspiration également par Thomas Morus et encore par Malthus, avec le principe de population. Je vous mettrai en fait les références que j'ai lues et ce que je retrouve dans certains ouvrages, on va dire sous une formule différente, mais qui veut dire la même chose. Et on verra qu'en fait, euh, comme ce qu'on peut me reprocher à moi d'assembler des sources, il en a fait de même, mais lui, malheureusement, il a ajouté ses idées néfastes avec son idée de solution finale, de destruction de certains êtres humains. Vous voyez, de côté hermétique, on ne s'ouvre plus au monde, on est fermé et on en devient fou. C'est une cocotte minute, ça pète à un moment. Donc, il est sorti de la raison. D'ailleurs, en parlant de livres, je vous fais rapidement un petit rappel. Nom de code Nouvel Ordre Mondial, qui était qu'un assemblage, avec très rarement des passages épisodiques de ma plume, a été réédité pour La guerre ouverte contre les peuples, où là vous retrouverez mon analyse personnelle. Et au tout début, ça parle entre autres de ce parcours initiatique de vie, du multiculturalisme, de la différence des remplacements de civilisation, de l'endoctrinement à l'école par le socialisme, sans trop rentrer dans le détail, et puis tout ce qu'il en est de mon corps, mon choix, jusqu'à la dépravation sexuelle, et de tous ces fléaux des réseaux sociaux, entre autres, qui s'articulent avec de l'ingénierie sociale pour favoriser certains événements, des effets de mode, comme on pourrait dire. Donc maintenant, dans ce livre, page 57, il est question, 56-57, de voir qu'est-ce que propose le socialisme. Et c'est là on en voit rapidement les traits tyranniques et le côté despotique, où il faut absolument un représentant, quelqu'un qui, d'une main de fer, va gouverner, va s'immiscer dans les affaires de tout le monde par sa bureaucratie. Et ça renvoie à ce que nous disait bien plus tard Louis Raybaud.
dans cette idée socialiste où ils doivent détruire tout ce qui a existé, famille, tradition, coutumes et les façons de vivre quelque part, pour y supplanter une nouveauté, où tu appartiens à la communauté. Plus de possession vraiment de biens, de ce genre de choses. On met en commun. C'est du communisme. Et c'est l'idée finale de cette ultime transgression où l'homme, depuis le début de la civilisation, il a érigé des temples, des ziggourats, ou encore d'autres lieux païens. Puis sont arrivés les temples, sont arrivés après des lieux de culte plus personnifiés, enfin, vous voyez, qui sont en tout cas qui se rattachent, on va dire, à des corps religieux, à des dogmes, si vous préférez. Donc les mosquées pour les musulmans, les synagogues pour les juifs, et puis pour les chrétiens, les églises. Et tout ça, ils veulent les faire péricliter, les faire s'effondrer sur leur fondation, pour bâtir ce que l'homme ferait. Plus besoin de ce qu'il y a dans les cieux du Tout-Puissant d'un Créateur, l'homme devient cet homo novus qui monte et qui se fait lui-même sa pyramide, ne répondant plus d'ailleurs aux éléments, aux choses élémentaires, comme on pourrait dire, de Maslow, à la place là, des mesures de Khéops. Toujours plus de grandeur, de civilisation, où on doit faire rayonner, où on doit être vu de tous, partout. Et là, on en arrivait à cette main de l'État, qui est partout. Et Gustave Le Bon, déjà avant même, je pense que Louis Ribot en parle, l'avait brillamment mis à l'écrit. Les conceptions politiques de l'ouvrier sont fort rudimentaires et d'un simplisme extrême. Le gouvernement représente pour lui une puissance mystérieuse absolue, pouvant décréter à son gré la hausse ou la baisse des salaires, mais généralement hostile aux travailleurs et favorable aux patrons. Tout ce qui arrive de désagréable à l'ouvrier est nécessairement la faute du gouvernement. Et c'est pourquoi il accepte facilement la proposition d'en changer, de créer des cycles avec des élections qui mèneront aux mêmes actions, à la répétition, à l'épuisement et de nouveau à l'espoir dans une tête de proue, dans une tête de liste, quelqu'un qui, ah tiens, il parle de révolution, il parle de mes droits. Allez, pourquoi pas? Engageons-nous dans la brèche et ça en devient plus qu'une faille au point de nouveau se faire effondrer ce qu'on pensait d'avoir acquis pour retourner au début. En fait, c'est un peu comme Soros le disait, la réflexivité. Tu t'avances, tu fais des choses, ton aventure quelque part, et tu retournes au point de départ. Et là, ces socialistes, il leur faut quand même un adversaire, quelqu'un qu'ils peuvent nommer. Il ne faut pas avoir des multiples problèmes, il en faut un seul. Et c'est là où c'est incroyable parce qu'en fait, ils reprennent les codes de Hitler. Dans son livre Mein Kampf, Mon combat, il dit le problème de certains, c'est qu'ils veulent se positionner sur plein de sujets. Sauf que la population n'est pas prête. Elle n'est pas en capacité même à pouvoir comprendre que d'un côté, il y a l'effritement de la sécurité, de l'autre, il y a l'économie qui vient comme ça être en berne. Et puis, oui, on peut sortir plein de sujets qui nous concerneraient, même l'éthique, sur où on place le curseur de la limite dans les expériences médicales, dans la modification de l'humain, dans les technologies qu'on vient placer dans les villes et qui nous mènent au technocosme, à la technique à la place de l'humanité. Et là, tout ça mène à ce que le socialisme répète l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour ma part, que je le redis à nouveau. Le national-socialisme est un socialisme qui a échoué à l'international et qui s'est ramené à un ordre national. C'est peut-être servi d'un parti de personnes qui étaient atroces, endoctrinées dans la terreur de leur politique, mais il ne faisait ni plus ni moins que ce que les socialistes voulaient en soi. Eugénisme, sélection des plus faibles mis de côté et favorisant les plus forts, donc de l'oppression, de la ségrégation. C'est aussi le côté de quand même créer un adversaire. Hitler, par exemple, quand il a dit les juifs, il savait pertinemment que ce n'étaient pas les seuls qui posaient problème à cette époque. Il a grossi les traits parce qu'il fallait un adversaire simple qui n'est pas, voyez-vous, en trop grande mesure dans la capacité de s'opposer. Donc au niveau de la population, il ne représente pas grand-chose en nombre, en quantité.
Donc c'est parfait, c'est l'adversaire qu'il fallait présenter. Là aujourd'hui, dans la société globale, ceux qui représentent aujourd'hui, on va dire pas la grande majorité, sont vraiment les nationalistes qui oseraient s'affirmer, qui refuseraient ce qu'ils appellent les progrès, l'IVG, l'IMG, le mariage homo et tout ce qu'il en est après, hein, l'effacement de notre religion. Nous devenons minoritaires, donc nous pouvons être maintenant la cible. Le catholicisme devient la cible de ces progressistes. C'est pour ça d'ailleurs que l'on voit le wokisme s'associer avec l'islamisme, parce que les islamo-gauchistes, ils ne peuvent pas se faire la guerre, ils sont trop nombreux d'un côté comme de l'autre. Donc regardez la suite. Ce socialiste ne se soucie fort peu d'ailleurs de la nature de ce gouvernement et tient seulement pour certain qu'il en faut un. Le bon gouvernement est celui qui protège les ouvriers, fait monter les salaires et moleste les patrons. Si l'ouvrier a de la sympathie pour le socialisme, c'est qu'il voit en lui un gouvernement qui augmenterait les salaires tout en réduisant les heures de travail. S'il pouvait se représenter à quel système d'enrégimentation et de surveillance les socialistes se proposent de le soumettre dans la société rêvée par eux, il deviendrait aussitôt un irréconciliable ennemi des nouvelles doctrines. Les théoriciens du socialisme croient bien connaître l'âme des classes ouvrières, et en réalité, ils la comprennent très peu. Ils s'imaginent que c'est dans l'argumentation et la discussion que se trouvent les éléments de la persuasion. Elle a en réalité de bien d'autres sources. Que reste-t-il de tout leur discours dans l'âme populaire ? Peu de choses en vérité. Quand on interroge habilement un ouvrier qui se dit socialiste et qu'on laisse de côté les lambeaux des phrases humanitaires toutes faites et les imprécations banales contre le capital qu'il répète machinalement, on voit alors que son concept socialiste est une rêverie vague, très analogue à celle des premiers chrétiens. Dans un avenir lointain, trop lointain pour l'impressionner, beaucoup trop, il entrevoit la venue du royaume des pauvres, pauvres de fortune et pauvres d'esprit, royaume dont seront soigneusement expulsés les riches, riches d'argent et riches d'intelligence. Donc après, quant aux moyens de réaliser ce rêve lointain, les ouvriers n'y songent guère. Les théoriciens, qui comprennent très peu leur âme, ne soupçonnent pas que c'est parmi les couches populaires que le socialisme rencontrera un jour ses plus irréductibles ennemis lorsqu'il voudra passer de la théorie à la pratique. Maintenant, on se rend à la page 72, 73. Ça, c'est la partie des croyances. Puisque pour gouverner, il faut faire péricliter ce qui a existé. Et à ce moment-là, pour créer l'effritement, il a fallu, et c'est là où je faisais le lien, aux socialistes de trouver des alternatives aux religions. Donc le spiritisme, le spiritualisme, les idées de communiquer avec les morts. Vous voyez, ce genre de technique pour en fait égarer des dogmes qui régnaient et dire après tout comment tu peux prouver que ça n'existe pas. On a vu avec l'affaire des Fox, qui a fait le tour des États-Unis jusque dans le monde, avec les tables tournantes, ce genre de choses, les communications, avec le côté du morse. Toc, 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 toc. Tiens, qui va converser avec moi ? Ou le Ouija, on l'a même vu dans les Toys R Us pour les gamins. Et comme je le disais dans le livre, Harry Potter, les trucs de sorcellerie, on a quoi d'autre dans ce type de démarche là, de séries Netflix ou ce genre de choses, Sabrina, l'apprentie sorcière. Plein de choses, Charmed, voyez, qui ramènent à des croyances en des êtres ou en des choses occultes. Rôle des croyances dans nos idées et nos raisonnements. Psychologie de l'incompréhension. Dès qu'une croyance est solidement établie dans l'entendement, elle devient la régulatrice de la vie, la pierre de touche du jugement, la directrice de l'intelligence. Et c'est la fenêtre d'Overton. Tu trouvais ça inacceptable, complètement bidon, hein, ce genre de théorie socialiste. Et aujourd'hui, c'est limite une nécessité, c'est acclamé par tous. L'esprit ne peut plus recevoir alors que ce qui est conforme à la nouvelle croyance. Comme le christianisme au Moyen-Âge, l'islamisme chez les Arabes, la foi dominante imprime sa marque sur tous les éléments de la civilisation, notamment sur la philosophie, la littérature et les arts. Elle est le critérium suprême, elle fournit une explication à tout. Le mécanisme de nos connaissances, aussi bien pour le savant que pour l'ignorant, consiste à ramener ce qui est inconnu à ce qui est déjà connu, c'est-à-dire à ce que nous croyons connaître. Ce qui renvoie après à « je sais que je ne sais rien ». Comprendre suppose l'observation d'un fait, puis ce rattachement au petit nombre d'idées que nous possédons. On rattache ainsi les faits incompris à des faits supposés compris, et chaque cerveau
fait ce rattachement suivant les concepts inconscients qui le dominent. De l'esprit le plus inférieur au plus élevé, le mécanisme de l'explication est toujours le même et consiste invariablement à faire rentrer une notion nouvelle dans l'ensemble des conceptions acquises. Et c'est ce que je disais déjà à l'époque, avant de lire tous ces livres, que chacun vivait dans sa propre réalité. Et c'est comme ta vision, tu as un angle. Il suffit que l'autre y regarde ailleurs, déjà vous n'avez pas la même réalité. Pourtant, vous êtes dans le même environnement. Ça ne veut pas dire que tu as tort ou que lui est dans l'erreur. Chacun peut avoir sa part de raison, mais qu'il n'oublie pas qu'en fait il est redevable du passé. Et que ce qu'il pense comprendre, encore une fois, découle des conceptions qui ont été organisées, que ce soit pour les mots, que ce soit pour les concepts. Voyez, quand on revient au malthusianisme, lui-même dit qu'il est héritier de Darwin, mais Darwin est lui-même héritier en réalité de Mengele. Mengele est lui-même héritier de d'autres comme ça qui l'ont inspiré. En fait, on est, comme le disait Marx, dans le côté des progrès mécaniques. Aujourd'hui, si on a pu avoir des machines sophistiquées, on les doit par exemple aux machines de tissage, mais elles-mêmes, nous devons comprendre qu'elles ont été rendues possibles par les champs de coton. Et comment cette quantité démesurée a pu être stockée, puis mise à l'épreuve, retravaillée, et par tâtonnement amenée à ces machines, parce qu'il y avait des esclaves humains. Et à nouveau, comment c'est... Et voyez, et on remonte, je ne suis pas allé très loin après comme ça, comment on en arrivait à avoir l'esclavage, peut-être par la création de civilisations, donc de groupes humains qui deviennent sédentaires. Mais comment ça a pu être rendu possible? Et là, on renvoie au début du livre, vous voyez, c'est vraiment toute une analyse, encore une fois, à pousser, et par l'agriculture. Mais celle-ci, c'est pareil, a été permise par des raisonnements, des réflexions qui ont poussé à la compréhension que de la graine, il y avait la plante qui allait pousser, donc on pouvait prendre des graines et les mettre. Et comme ça, vous voyez, c'est la transmission de la culture, d'un savoir. Et ça revenait à la philosophie que je disais, le sens de l'existence, mais pour l'avoir, tu dois d'abord, dans un premier temps, te connaître, et pour ce faire, tu te ramènes au langage. Et en fait, tout ramène à la genèse de la Bible. Au début était le Verbe. À la fois par la création de Dieu, puisqu'on dit qu'il fait ça par le Verbe, et à la fois par l'humanité, notamment Adam, qui peut nommer toute chose dans l'environnement, sans faire une conception, une idée, par le Verbe. Et c'est comme ça que tout découle. Je peux continuer après bien plus loin encore. Et là, je ne pense pas que vous retrouverez cette analyse ailleurs, parce qu'elle m'est personnelle. Et ça va faire mal à l'ego de certains. Mais passons, laissons-les rager, de la personne plutôt que des idées. Et c'est justement parce que nous rattachons notre perception du monde à certains concepts ancestraux que les individus de diverses races ont des jugements si différents. Nous ne percevons les choses qu'en les déformant, et nous les déformons suivant nos croyances. Les croyances transformées en sentiments n'agissent pas seulement sur notre conduite dans la vie, elles agissent aussi sur le sens que nous attachons aux mots. Et là, je mets une parenthèse et je renvoie, j'ai plus le nom de l'écrivain parce qu'il est assez compliqué, mais au livre Le viol des foules, qui d'ailleurs avait été interdit en France et qui est excellent, qui décrit vraiment la façon dont Pavlov a développé ses expériences, et après comment on en est venu à comprendre, je crois que c'est les 4 besoins qui s'articulent, c'est-à-dire manger, survivre, il me semble. Après, c'est se reproduire, et il y en a un autre. Ouais, c'est en 4 points, faut que je me remémore ça, mais le livre est excellent. Je vous le conseille vraiment. Il est compliqué dans la lecture, mais moi j'ai dû le lire plusieurs fois, et je ne l'ai pas fini. Mais par contre, il est brillant. Aussi sur la façon dont on réagit au stimulus, les comportements conditionnés ou encore d'un conditionnement qui peuvent en déclencher un autre. Vous voyez, il y a des termes techniques. Je vous avoue que je n'ai pas encore assez de maîtrise sur ce domaine pour l'affirmer haut et fort en vidéo comme ça. Mais je vous invite à lire quand même. Les 10 sentiments, les luttes qui séparent les hommes, tiennent pour la plupart à ce que les mêmes phénomènes engendrent, suivant les diverses constitutions mentales, des idées fort différentes. Suivez de siècle en siècle, de race en race et d'un sexe à l'autre des idées éveillées par les mêmes mots. Cherchez, par exemple, ce que représentent, pour des esprits d'origine diverses, des termes comme ceux de religion, de liberté, de république, de bourgeoisie, de propriété, de capital, de travail, etc. Et vous verrez combien profonds sont les abîmes qui séparent ces représentations mentales. Donc après, il met en bas de page
La réfraction des idées, c'est-à-dire la déformation des concepts suivant le sexe, l'âge, la race, l'éducation, est une des questions les moins explorées de la psychologie. Je l'ai effleurée dans un de mes derniers ouvrages en faisant voir comment se transforment les institutions, les religions, les langues et les arts en passant d'un peuple à un autre. Et ça, moi, ça me renvoie encore à un troll d'Internet qui déforme tous mes propos. Je peux dire quelque chose, il va se sentir visé. C'est-à-dire que je vous avais raconté le fait qu'il s'était présenté, il faisait des répétitions sur mon chat, j'avais mis fin, puis j'avais dit, bon écoute, le RSAïste, hein, dégage, va vaquer à tes occupations. Et il a été obligé, par sa déformation de la réalité et son sentimentalisme qui n'a aucun sens, de déformer. Donc j'ai dit quelque chose, il ne voulait pas l'interpréter de cette façon, il est rentré dans un état schizophrénique de déformer la réalité, les propos et tout le reste, pour en arriver à y voir de l'islamophobie par un prénom. Vous voyez, il a comme ça fait toute une construction, ou encore un racisme ou je ne sais quoi. Bref, de la chouinerie qui n'a aucun intérêt, sur laquelle on s'assoit, on n'en a rien à faire. Maintenant, tous ces gens dans la société qui « je suis racisé, si et ça, c'est bien », racontent, pleurent, on s'en fout, on s'assoit sur tes revendications, parce que ça existe que dans ta tête, dans la déformation de la réalité, comme ce qu'on voit là maintenant. Parce qu'il y a le rôle des croyances, à la fois des politiques, les gauchistes qui les ont déconstruits, à la fois par les religions qui les ont placés en état de victime, alors que dans certains ouvrages, qui sont quand même, je pense notamment à leur Coran, appelés à la haine des autres, des juifs, des chrétiens. Et on peut continuer comme ça, vous voyez. C'est comprendre en fait leur psychologie. C'est pas vouloir en déduire quelque chose. Non, c'est comprendre. Comparé à ce qu'ils veulent laisser présager. C'est là où on peut jouer avec si vous souhaitez. Les diverses classes d'une société, les individus de sexes différents semblent parler la même langue, mais ce n'est là qu'une vaine apparence. On utilise les mêmes mots, mais on ne les comprend pas de la même manière. On ne les exploite pas pareillement. Et c'est ce qui nous différencie. Non pas qu'il y ait des supérieurs et des inférieurs, encore une fois, il pourrait y avoir de la revendication de chouinerie. Non, c'est là que ça nous différencie sur les ères civilisationnelles qui ramèneraient je crois que c'est Huntington, il me semble, qui parle de différentes ères. Et moi, reprenons ce concept en disant qu'on ne peut se mélanger de façon trop importante. Il y a des proportionnalités à établir. C'est ce que j'ai toujours dit. Être ouvert au monde, c'est important, pour pas être une cocotte minute, et même dans des mouvements qui à la fin ramèneraient à des croisements entre telle et telle famille, qui ramèneraient aux descendants de faire des nouveaux croisements, et donc à la dégénérescence d'une population, parce que moi j'aime pas le mot race. Donc on doit être ouvert au monde, mais limiter après tout ce qui est quand même du métissage. Mais ça va plus loin. Je vais pas développer sur ça maintenant, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir, et on est déjà à quasiment une demi-heure. Les diverses couches sociales, et à plus forte raison les peuples différents, sont aussi séparés par les divergences de concepts que par les divergences d'intérêts. C'est pourquoi la lutte des classes et des races, et non leur chimérique concorde, a toujours constitué un fait dominant de l'histoire. La discordance ne peut que s'accroître dans l'avenir. Loin de tendre à égaliser les hommes, la civilisation tend à les différencier de plus en plus. Entre un puissant baron féodal et le dernier de ces hommes d'armes, la différence mentale était infiniment moindre qu'elle ne l'est aujourd'hui entre un ingénieur et le manœuvre qu'il dirige. Donc là, après, page 80, sur les mêmes idées. Qu'est-ce que j'avais mis à la page 80 que je regarde mes notes? Ah oui, voilà. Ça revient à ce que je disais également tout à l'heure. Hein, nos idées ont déjà traversé la tête des autres. Pareil pour les philosophes, avant qu'ils te pondent ce qu'ils ont fait. Derrière, ils ont été voir ce qui avait déjà éclos. Les médecins ont nié pendant un siècle les phénomènes de magnétisme qu'ils pouvaient cependant observer partout, jusqu'au jour où un savant possédant un prestige suffisant leur affirma que ces phénomènes étaient réels. Donc là, après, il appartient, ok. Je pense que c'est vers là. Il faudrait pouvoir étudier, dans leurs détails, les opinions journalières que nous nous faisons sur toute chose, pour bien voir à quel point est exacte la théorie qui précède. Ces opinions, que nous croyons si libres, nous sont données par le milieu, les livres, les journaux, et suivant nos sentiments héréditaires, nous les acceptons ou les rejetons en bloc, mais le plus souvent, sans que la raison ait une part quelconque dans cette acceptation ou ce rejet.
On l'invoque souvent, la raison, mais en vérité son rôle est aussi faible dans la genèse de nos opinions que dans celle de nos actions. C'est dans l'hérédité pour les opinions fondamentales et la suggestion pour les opinions secondaires qu'il faut chercher les principales sources de nos idées, et c'est pourquoi les individus des diverses classes sociales, des mêmes professions, se ressemblent autant. Vivant dans le même milieu, remâchant sans cesse les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes idées, ils finissent par avoir des pensées aussi banales qu'identiques. Et ça, attendez, je vais essayer de vous le mettre maintenant en relation. Parce que certains, quand ils sont arrivés à un niveau d'étude, d'exploration des livres, et puis de regarder comment se comporte le monde, par leur voyage, ou encore parce qu'il leur a été rapporté par les missionnaires et par tous les témoignages, ils savaient très bien qu'on ne pouvait pas différencier, entre guillemets, des races en disant il y a des supérieurs et des inférieurs. Parce qu'il y a notamment un philosophe qui avait dit, si c'était le cas, on pourrait dans ces cas-là se séparer des moins bons éléments. Or, on sait très bien qu'il y a, je crois qu'il nomme ça les êtres d'or, les êtres de cuivre et les êtres de fer. Il me semble que c'est à peu près comme ça qu'il les classifie. Entre ceux qui vont gouverner, voilà, c'est les trois classes. Les magistrats, les guerriers et les artisans ou laboureurs. Donc dans sa République, Platon crée trois classes. En plus, c'est Platon, vous voyez. Dedans, on en vient à comprendre que des fois, d'une classe, donc ce que d'autres prendraient à leur régime en race, eh ben, tu peux avoir un être qui te paraît inférieur, mais sa descendance qui sera supérieure. Vous voyez, c'est comme, par exemple, dans une famille, l'un peut être criminel, et pour autant, son frère ou encore le fils ne le sera pas. Et il ne portera pas la culpabilité de celui qui a commis le péché, de celui qui a fait le mauvais. Donc on ne peut pas condamner toute une race comme ça, ou toute une caste, ou toute une classe encore. C'est comme ceux qui s'attaquent à la bourgeoisie en disant qu'aucun ne mérite la richesse. C'est un mensonge. Certains ont fait des études, d'autres encore se sont débrouillés pour partir de zéro, faire des stratégies, des investissements. Ils ont peut-être été concentrés jour et nuit sur ces recherches, sur les actions qu'ils devaient mener. On est encore une fois dans la recherche, action. Je ne vais pas renvoyer à Lewin du Tavistock, mais c'est ça, c'est le tâtonnement. Donc, dans cet élément, ça m'avait quand même... je devais en parler absolument. C'est les ouvriers, donc page 46, je vais essayer de vous retrouver ça. Et après, on va revenir à Gustave Le Bon. Voilà, 46-47. Donc, Platon le sent si bien qu'il se prend à reculer lui-même devant son propre ouvrage et, cherchant une issue aux objections, il s'écrie, je cite, « Vous êtes tous frères, mais le Dieu qui vous a formés a fait entrer de l'or dans la composition de ceux qui sont propres à gouverner les autres, aussi sont-ils les plus précieux. Il a mêlé l'argent dans la formation des guerriers, le fer et les reins dans celle des laboureurs et artisans, mais il pourra se faire qu'un citoyen de la race d'or est un fils de la race d'argent, qu'un autre de la race d'argent engendre un fils de la race d'or, et que la même chose ait lieu à l'égard de la troisième race. » Alors, Platon ne voulait pas forcément parler de race noire, jaune, arabe, ou tout ce que vous voulez, ou blanc encore, mais il l'employait sous un autre terme, plus philosophique. Et il disait, donc là en fait, peut-être qu'il s'opposait à ceux qui voulaient faire une certaine sélection, que nous devons quand même faire attention. Moi je ne suis pas pour la sélection, hein, mais qu'en tout cas nous devons faire attention tous, être concentrés, parce qu'il n'y a pas, vous voyez, Dieu il n'a pas créé comme ça, imaginons hein, dans l'idée de ces gens, les blancs parfaits, les noirs imparfaits, et puis les peaux rouges, eux carrément l'atrocité de l'humanité. Non, au contraire. Et on le voit de toute façon dans la société par les comportements, mais aussi par ce qui en ressort. Même les handicaps, ce genre de choses. Si une population était si parfaite, il n'y aurait pas d'handicapés dans celle-ci. Encore une fois, moi j'accepte tout le monde. Hein. Je ne suis pas pour l'eugénisme sélectif, ou encore négatif, ou encore celui de The Economist pour ses lecteurs, qui en vient carrément à voir de l'économique. Non. Mais on se doit d'être concret. Voir qu'il y a des différences civilisationnelles plutôt axées sur les politiques, sur les rattachements religieux et sur d'autres choses qui créent des aires
qui nous rendent donc incompatibles en forte proportion, que ce soit par exemple plein de chrétiens sur un territoire musulman ou inversement plein de musulmans sur un territoire chrétien, où on peut prendre ça avec les hindous et on peut faire le même exercice. Mais nous devons comprendre, si on ne veut pas d'affront, si on veut vivre en paix, ce qui est possible, hein, nous devons mettre des limites. Oui, c'est comme pour le métissage, par exemple. On ne doit pas mettre un quota, tiens, toi, tu n'as pas le droit d'aimer parce qu'il est d'une couleur de peau différente. Mais on ne doit pas non plus faire l'inverse, c'est-à-dire forcer. Créer toutes les conditions pour sortir, vous voyez, que par exemple, les Noirs soient avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, les Maghrébins avec les Maghrébins, vous voyez, on peut comme ça faire toutes les communautés. C'est beau en soi d'avoir de temps en temps des croisements, et oui, mais c'est encore plus magnifique de voir se conserver des cultures, des groupes humains et qui restent tels quels, comme ça a fonctionné depuis le début de l'humanité. Il y a des croisements à certains moments, mais majoritairement, on reste tout de même compact entre nous. Mais ces socialistes, eux, veulent tout détruire parce qu'ils se disent que si on arrive à mélanger tous les groupes humains, qu'on annule et même qu'on interdise, parce que c'est un peu l'objectif final, qu'il y ait des propos allant dans le sens de défendre, j'aime pas le mot race, on va dire un peuple, d'accord? À ce moment-là, avec les générations qui viennent, tout le monde est mélangé avec tout le monde. Donc on a une culture, une sorte d'humanité. Et c'est là où ils en arrivent. Parce qu'ils pensent qu'ils vont faire un nouveau projet. Mais si Dieu avait permis qu'on ait comme ça des contrées et des différences, c'était normalement, je pense, plutôt pour qu'on s'apprécie à notre juste valeur, pas qu'on en vienne à détester l'autre. Et c'est là où certains n'ont pas compris ce que je disais, parce qu'ils ne veulent pas entendre. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Parce que lorsque j'ai dit les incompatibilités civilisationnelles, entre autres, avec les Africains, je l'ai prouvé par les chiffres, par les articles de journaux, par les choses qui ne se passent pas correctement dans notre pays, par les scandales qui sortent. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il n'en faut pas, je dis qu'il faut des limites. Et c'est l'effet pavlovien. Ils ont entendu juste un mot et directement ils ont crié au racisme, à l'islamophobie ou à autre chose encore. Reprenons sur la page 80. Donc, les idées ne nous sont jamais personnelles. Celui qui a cet ego de te dire « moi je pense et je suis seul comme ça » est dans l'erreur. Qu'il te sorte une analyse qui lui soit à peu près personnelle, certes, mais qu'il reconnaisse, comme je le fais toujours, que c'est d'inspiration par rapport à des lectures, des articles de journaux, et encore d'autres qui ont pris des positions, des politiques ou des personnes sur Internet qui sont des créateurs de contenu. Mais ne vous enflammez pas comme ça. J'en vois certains qui me disent « t'es dans le copier-coller, t'es une éponge, tout ce qu'on te dit tu l'absorbes et tu le ressors ». La preuve que non. Si j'étais une éponge, je ne pourrais pas recouper les livres entre eux. Je serais bête. Je pourrais prendre qu'un livre, l'isoler, ne rien en comprendre, passer à un autre, lire la même chose ou en tout cas des similarités et ne pas faire de lien parce que je ne réfléchis pas, ce qui n'est pas mon cas. Et d'ailleurs, dans le nom de code Nouvel Ordre Mondial, il y avait dedans plus de 60 ouvrages, une cinquantaine d'articles de journaux qui ont été assemblés dans un ordre chronologique important. Et j'ai réitéré l'exercice. Et là, vous avez facile 80-90 ouvrages qui se situent dedans. Plus ma plume, qui encore une fois est inspirée par d'autres lectures qui ne s'y trouvent même pas. Et des choses, on va dire, plus personnelles. Lorsque je lis la Bible, ça m'en ressort. Encore une fois, c'est toujours inspiré d'un support. Tu es inspiré de ton environnement. Et ça, je l'ai toujours dit. Alléluia. Regardez la suite. Donc c'est dans l'hérédité, des opinions fondamentales et la suggestion, encore une fois, donc c'est pareil, c'est à la fois tu hérites, et c'est là où on en revient, je ne l'ai pas pris, il est juste derrière, mais un livre qui parle de l'âge civilisationnel, l'âge culturel, l'âge encore familial peut-être, et puis l'âge biologique. C'est pas, par exemple, moi j'ai 26 ans, mais là de tout ce que je ressors, on est sur des siècles et des siècles de savoir. C'est pas, ça ne m'appartient pas. Ça appartient, on va dire, à l'humanité. Vous voyez, on fait un legs. Quand on a une analyse, quand on a une philosophie ou autre, et qu'on vient l'enrichir par les propos, comme disait d'ailleurs Aldous Huxley, dans Retour au meilleur des mondes, aucun livre n'est issu d'un seul écrivain. C'est toujours un mélange de ces échanges avec
les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs et d'autres encore. Ceux qui font des prospections, les... Moi, j'ai toujours reconnu. Et les pieds à terre, la tête dans les cieux quelque part. L'humilité et la tête dans les cieux, en tout cas, tentant d'être guidé par Dieu. Maintenant, je vais vous renvoyer à la page numéro 15. D'abord pour voir ce qu'est le socialisme. Puis après, on ira à la page 105 et 131 pour finir sur l'étatisme et passer à Platon. La page 15, donc on avait dit, que je regarde ce que j'avais noté. Page 15, comme les religions dont il commence à prendre les allures. Donc page 15, c'était vers là. Si nous voulons comprendre l'influence profonde exercée par le socialisme moderne, il ne faut pas examiner ses dogmes. Quand on recherche les causes de son succès, on constate que ce succès est tout à fait étranger aux théories que ces dogmes proposent ou aux négations qu'ils imposent. Comme les religions, dont il tend de plus en plus à prendre les allures, le socialisme se propage tout autrement que par des raisons. Très faible quand il essaie de discuter et de s'appuyer sur des arguments économiques, il devient au contraire très fort quand il reste dans le domaine des affirmations, des rêveries et des promesses chimériques. Il serait même plus redoutable encore s'il n'en sortait pas. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les antifas, nous ne débattons pas avec l'extrême droite, avec les fascistes. Mais c'est un comportement de fasciste de ne pas débattre. Ça l'est encore plus d'aller dans des manifestations pacifiques et d'aller violenter les gens. Ou encore de se retrouver dans la troisième vague de Todd Stresser, à s'emporter, comme je le disais, au nom d'un antiracisme ou du côté d'être anti-religieux, et d'en devenir soi-même à créer sa propre religion, son dogme, comme on le voit avec le socialisme, d'arriver à utiliser les mêmes codes tyranniques que les pires régimes qui peuvent exister, c'est le socialisme. Et pourtant, il a apporté aussi son lot bénéfique, avec certains droits, certains devoirs. C'est pour ça qu'il faut savoir faire le tri, le bon du mauvais, le bon grain de l'ivraie. Et comme je le disais, à dire vrai, il faut une bonne éducation, avoir le cœur pour revêtir le monde. Voyez, enlever tout ce malheur. Lui succéder, supplanter même, devrais-je dire, un bonheur. Voyez, si on reste dans l'ordre écologique, comme ils veulent. Supplanter, planter, voyez-vous, faire en sorte que ça vienne à éclore. Après moi le merveilleux, nous sommes que des abeilles là pour butiner. Tac, je prends dans ce livre, tac, je prends dans cette référence. Tac. Et puis, je viens comme ça à faire la pollinisation. Et hop, ça fleurit. Il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Après moi le merveilleux. Et on voit donc qu'il est faible quand il essaye de débattre. On va aller à la page 105. Et à cette page 105, j'y ai inscrit que je regarde. Touc. Le seul moyen pour modifier l'âme d'un peuple. Ok. 105. Le seul moyen pour modifier l'âme d'un peuple. Bon, on va reprendre évolution actuelle du socialisme en Allemagne. Chez les peuples latins, le socialisme d'État est, comme je le montrerai bientôt, une conséquence de leur passé, la suite des siècles de centralisation et de développement progressif du pouvoir central. Il n'en est pas tout à fait de même chez les Allemands. C'est par des voies artificielles qu'ils ont été conduits à une conception du rôle de l'État identique à celle des peuples latins. Cette conception est la conséquence de la transformation des conditions d'existence et du caractère causé depuis un siècle en Allemagne par l'extension du régime militaire universel. C'est ce que les écrivains allemands, les plus éclairés, Ziegler notamment, ont parfaitement reconnu. Le seul moyen possible de modifier l'âme d'un peuple, ou tout au moins ses coutumes et sa conduite, est une discipline militaire rigide. C'est la seule en effet contre laquelle l'individu soit impuissant à lutter. Elle est le côté hiérarchique et lui ôte tout sentiment d'initiative et d'indépendance. Ce qui ramène, attendez, hop, que je mette ça là, à la route de la servitude. Et comme nous le disait Louis Ribot, pareillement, à vouloir que l'État se positionne partout. Et surtout, ce qui vient de me frapper à l'instant, c'est qu'il y a un autre élément que j'avais vu. On s'endort volontiers sur ses habitudes prises, ok.
C'était pas ça non plus l'immobilité de Knef, hein, des Égyptiens, le serpent roulé sur lui-même, qui renvoyait en plus à la symbolique du serpent monétaire européen. C'était plus loin, je crois. Et d'ailleurs, par rapport à tout à l'heure, hein, quand on disait les trois classes, etc., page 47, il était dit, là où le mélange des castes est possible, il n'y a plus de caste. Donc là où le mélange un peu des races, s'ils veulent, ou des classes également sociales est possible, il n'y a plus de classe, plus de race, entre guillemets. Donc après, j'avais vu les Esséniens, mais c'était autre chose, moi, qui m'avait marqué à l'instant. Ces écoles socialistes, ce spectacle plein de contradictions. Voilà, l'armée des travailleurs se plairait une obéissance militaire. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Donc comme quoi, cet écrivain, je pense, est aussi inspiré de... Comment il s'appelle? De Gustave Le Bon. Sous une forme ou sous l'autre, il y a toujours de l'arbitraire au bout de ce que l'on propose. On a blâmé les régimes d'autrefois d'avoir usé du pouvoir au profit du petit nombre, et c'est pour cela que, sur leur ruine, on a proclamé la liberté et le droit commun. Soyons fidèles à ce principe et ne faisons désormais de despotisme au profit de personne. Pas plus au nom de la bourgeoisie que de la noblesse, pas plus au nom du peuple que de la bourgeoisie. Les procédés réglementaires dans lesquels on semble se réfugier, soit pour prévenir de certains écarts, soit pour soulager quelques misères, ne sont que des expédients déjà essayés et dont l'impuissance est évidente. Il n'y a aucun bon effet à attendre, et peut-être faut-il craindre qu'il n'apporte un trouble irréparable dans le régime des intérêts. Bon, c'était plus bas sur la page, mais on y arrive. De quoi s'agit-il au fond? Et où veulent-ils aboutir? Ces mots d'organisation du travail, de droit du travail, dont on fait tant de bruit et sur lesquels se concentre désormais l'effort principal des socialistes. À un ordre des choses où la discipline succéderait à la liberté et dans lequel l'armée des travailleurs se plierait à une obéissance presque militaire. Dès qu'on impose au gouvernement le devoir de procurer du travail, à qui on demande et d'en organiser l'économie générale, il va sans dire qu'on lui accorde le droit implicite, écoutez bien, de disposer des hommes à sa guise et de les distribuer suivant les besoins des industriels, ou des industries plus précisément. Incroyable. Pour moi, ça renvoie à nouveau à ce que nous disait Gustave Le Bon. Donc après, je peux aller plus loin, page 131, et on conclura sur en tout cas ces deux éléments, leurs besoins de l'étatisme. L'État, policier, militaire, qui doit vraiment tout contrôler. On est même à la limite des checkpoints. Pour aller dans telle zone, montre patte blanche. Qui es-tu? As-tu le grade pour y aller? L'autorisation nécessaire? Ton Holzweitz? Ou encore dans le monde moderne du XXIe siècle, ton laissez-passer? Tu as ton auto-attestation de circulation? Page 131, j'ai dit que je regarde. Donc ça va se situer ici, normalement au niveau de mes écrits. Cité romaine à Périclité, ok. Donc il n'est pas douteux, et j'ai longuement insisté ailleurs sur ce point, que ce qui fait la valeur d'un peuple, c'est le nombre d'hommes remarquables en tout genre qu'il produit. Sa décadence survient par la diminution, puis par la disparition des éléments supérieurs. Dans un travail récemment publié par la revue scientifique, M. Vacher de la Pouge est arrivé à des conclusions analogues à propos des Romains. Je cite. Si l'on relève à 200 ans d'intervalle les grandes familles romaines, par exemple, on s'aperçoit que les plus illustres parmi les anciennes n'existent plus, et qu'il s'est élevé à leur place d'autres familles de moindre valeur, sorties de partout et même du rang des affranchis. Quand Cicéron se plaignait de la décadence des vertus romaines, l'homme d'Apirnum oubliait que dans la cité, dans le Sénat même, les Romains de souche étaient rares, et que pour un descendant des Quirites, il y avait 10 latins corrompus et 10 estreuques. Il oubliait que la cité romaine avait commencé à péricliter le jour où elle s'était ouverte à l'immigration, et si le titre de citoyen perdait sans cesse de son lustre, c'est qu'il était porté par plus de fils du peuple vaincu que du peuple vainqueur. Quand, de naturalisation en naturalisation, la cité romaine se fut étendue à tous les peuples, quand Syriens, Thraces et Africains furent affublés du titre de citoyens trop lourd pour leur courage, les Romains de race avaient disparu. Fin de citation. Je pense qu'on a aussi perdu de notre grandeur, en tout cas de ce que représentait la France.
Ils sont aujourd'hui les philosophes, les grands écrivains, ceux qui sont pointilleux, qui sont agréables à écouter dans la musique, ou encore qui excellent au théâtre. On n'a plus rien, parce qu'on s'est trop ouvert au monde. Et qu'on a toujours dit, il n'y a pas de culture française, hein, c'est à la limite de ça. Et les autres en ont une. Et ils vont justement nous enrichir, puisque nous sommes pauvres de ceci. Ben, on voit l'enrichissement, même pour la musique. Regardez en dehors de ceux qui sont joueurs d'instruments. Écoutez les chants aujourd'hui, les paroles de ceux qui se présentent en chanteurs. Il n'y a plus de sens. Pourtant, ils sont encensés. Bon, c'est vrai qu'ils viendront à se consumer tel l'encens, voyez-vous, à partir en fumée, parce que ce qu'ils produisent, c'est que du vent. Ils brassent, mais rien d'autre. Ils sont là pour l'argent, pas pour vraiment le côté artistique, qui déploie un message derrière, comme on pouvait l'avoir avec, si on remonte même récemment, France Gall. Rien que ça, c'était magnifique. Et d'autres encore qui ont existé. Alors pour ça, on va aller à la page 140, comme je vous l'avais indiqué, et on va après basculer sur Platon. Mais attendez, une petite gorgée tout de même pour le gosier. Hop là. Page 140, étatisme, où c'est que j'ai vu ça? Enfin, je l'ai résumé comme tel. C'est surtout dans la conception de l'État, c'est-à-dire dans l'accroissement de plus en plus étendu de ses fonctions, dans la limitation toujours plus étroite de l'initiative des citoyens, fondement même du socialisme actuel, que la Révolution n'a rien changé, et ne pouvait rien changer. Et si l'on veut comprendre à quel point cette tendance à tout remettre aux mains du gouvernement et par conséquent à multiplier les fonctions publiques est dans l'âme de la race, il n'y a qu'à se reporter à quelques années avant la Révolution. L'action du gouvernement central était presque aussi intense qu'aujourd'hui. Je cite. « Les villes, écrit Tocqueville, ne peuvent ni établir un octroi, ni lever une contribution, ni hypothéquer, ni vendre, ni plaider, ni affirmer leurs biens, ni les administrer, ni faire emploi de l'excédent de leurs recettes sans qu'il intervienne plutôt même un arrêt du Conseil sur le rapport de l'intendant. Tous les travaux sont exécutés sur des plans et d'après des devis que le Conseil a approuvés par arrêt. C'est devant l'intendant ou ses subdélégués qu'on les adjuge, et c'est d'ordinaire l'ingénieur ou l'architecte de l'État qui les conduit. Voilà qui surprendra bien ceux qui pensent que tout ce qu'on voit en France est nouveau. Il fallait obtenir un arrêt du Conseil pour réparer les dommages que le vent venait de causer au toit de l'église ou relever le mur croulant du presbytère. La paroisse rurale, la plus éloignée de Paris, était soumise à cette règle comme les plus proches. J'ai vu des paroisses demander au Conseil le droit de dépenser 25 livres. Tout est statué. Des arrêtés par-ci, des arrêtés par-là, des lois qui s'ajoutent. Et on est dans la ferme des animaux de Orwell, même après 1789. Vous voyez, la maçonnerie en arrière-plan, la population en avant, qui va être délaissée quand les autres sont fraternisés, et derrière qui va amener à des politiques, des droits de l'homme et du citoyen. Donc nous sommes les citoyens, eux les hommes, ont tous les droits, quand nous avons des devoirs. Et on doit s'acquitter des virgules, des paragraphes, des articles ajoutés, comme dans la ferme des animaux. Quand les cochons, vous voyez, au début, tout le monde est d'accord. Puis après, comme on est rentré dans un état de porcherie, eh ben, ils font la braderie de nos droits pendant qu'ils continuent la broderie de leurs lois. Donc ils s'avantagent quand nous supportons la dette, le poids de tout ce qu'ils vont mener et de leur action. Des plus stupides, comme là de demander un droit à l'époque pour dépenser 25 livres. Alors je ne vous ai pas pris le passage, j'en avais déjà parlé, où il compare la gestion par le gouvernement, la bureaucratie, par exemple, du transport en commun, et la comparaison avec le privé qui, lui, de sa partie, doit en tout cas engager un bénéfice. Donc va faire attention aux moindres dépenses. Ça sera tout pour ça. Je vais mettre de côté, on pourra revenir plus tard dessus. Platon, donc République, il y a plein de choses avant, hein, sur l'amitié, sur la façon de se comporter. Est-ce que si tu as un ami, par exemple, qui fait le mal, tu dois, par exemple, lui vouloir du bien? C'est-à-dire, est-ce que toi, ton ami, s'il l'est, c'est qu'en soi, il te fait du bien, avec qui tu peux discuter, qui sera présent dans les mauvais moments ou les bons. Mais si, par contre, il fait du mal au bien commun, comment tu dois agir avec lui? Vous voyez, il y a ce genre de questions sur l'amitié et sur bien d'autres choses encore. Et là,
dedans. Donc, j'ai la page 167 d'abord, qui m'a interloqué parce qu'elle me renvoie à Aldous Huxley, à Julian Huxley plutôt, avec l'UNESCO. Et après, on va aller à d'autres passages. Donc là, République 5, donc dans ce livre, c'est à la page 167, le passage que je vais lire. Dans des conditions, les imposerons-nous toutes aux hommes, aucune aux femmes? Ce n'est pas admissible. Nous dirons plutôt, je pense, il y a des femmes douées pour la médecine, d'autres qui ne le sont pas. Des femmes douées pour la musique, d'autres qui ne le sont pas, sans doute. N'y a-t-il pas aussi des femmes douées pour la gymnastique et pour la guerre, et d'autres qui n'ont le goût ni de la gymnastique ni de la guerre? Je le pense pour ma part. Et des femmes philosophes et d'autres ennemies de la sagesse, et des femmes courageuses et des lâches? Il y en a aussi. Il y a donc aussi des femmes propres à garder l'État et d'autres qui ne le sont pas. Et n'est-ce pas en raison de ces qualités que nous avons choisi la nature de nos gardiens mâles? C'est pour cela. Il y a donc chez la femme comme chez l'homme une même nature propre à la garde de l'État. Elle est seulement plus faible chez l'un, plus forte chez l'autre, c'est évident. Ça nous envoie déjà à cette idée utopique socialiste de l'État qui gère tout. Et ça renvoie à Julian Huxley. Attends, 2 petites secondes. Ça renvoie à Julian Huxley avec son livre L'UNESCO, dont je vous ai lu certains passages où il disait « ça sert à rien de perdre de l'argent et du temps à éduquer certains qui en ressortiront tout autant crétins, entre guillemets, ou mauvais dans des matières, quand nous pouvons optimiser le tout sur la biologie. » C'est-à-dire que pour lui, l'activité, par exemple, de la gymnastique, ou encore l'exercice d'un art, de la peinture, ou se mettre, par exemple, à travailler en couture, ce genre de choses, elles sont innées. Enfin, en tout cas, elles arrivent. Non, elles ne sont pas forcément innées avant ta naissance, mais elles arrivent par ta biologie. C'est elle qui va faire ton destin. Si tu dois être bon, par exemple, dans les mathématiques, ou encore mauvais dans le français, hein, dans les langues. Si tu dois exercer tel ou tel métier. Si tu peux faire tel sport. Donc une sélection qui serait biologique, qui ne dépendrait pas de ce que tu peux mettre en performance, dans la persévérance, dans l'entraînement. Donc là, il avait écrit ça dans UNESCO. Il avait d'ailleurs, Julian Huxley, été pas démenti, mais voyez-vous, non accepté en tout cas par... son livre était détaché de l'organisme, si vous préférez. Il s'inspirait déjà de Platon. Et regardez la suite. Donc j'ai mis page 181. À nouveau, cette idée de ce communisme tout en commun. Il est inscrit. Alors attendez, que je regarde. Je me le rappelle, dit-il. Revenons maintenant à l'existence que mènent nos défenseurs. S'il est vrai qu'elle nous paraît plus belle et meilleure que celle des vainqueurs d'Olympie, te paraît-il qu'elle puisse entrer en comparaison avec celle des cordonniers et d'autres artisans ou avec celle des laboureurs? Elle ne me paraît pas compatible, dit-il. Au reste, il me semble, à propos de répéter ici ce que je disais alors, c'est que si le gardien recherche un bonheur incompatible avec son caractère de gardien, s'il ne se contente pas de cette vie modeste, mais sûre qui est selon nous la meilleure, s'il se laisse surprendre à une sotte et puérile idée de bonheur qui le pousse à s'approprier tout ce qui est dans l'État, parce qu'il en a le droit de s'approprier, il reconnaîtra qu'Hésiode était véritablement sage quand il disait que, je cite, « la moitié est en quelque manière plus que le tout ». Fin de citation. S'il veut, dit-il, me consulter, il s'en tiendra à sa condition. Tu approuves donc, repris-je, que tout soit commun entre les femmes et les hommes, comme nous venons de l'expliquer, en ce qui concerne l'éducation, les enfants et la garde des autres citoyens, que ce soit que, donc, soit qu'elles restent à la ville, soit qu'elles aillent à la guerre, elles prennent part à la garde de l'État et chassent avec les hommes comme les chiennes avec les chiens, et qu'elles partagent tout avec eux aussi complètement que possible. Accordes-tu qu'en tout cela, elles feront ce qu'il y a de mieux à faire et qu'elles ne contrarieront pas l'ordre que la nature a établi entre l'homme et la femme dans les choses où les deux sexes sont faits pour s'associer ensemble? Je l'accorde, dit-il. J'avoue, j'ai un peu, comme j'avais un visuel ailleurs également,
achever une partie de la lecture sur ce passage, mais en fait ça résume ça, quoi. C'est l'État qui gère tout, de toute façon même s'ils ont 50 ou 50,5% des voix, en soi la moitié vaut déjà plus que le tout, parce qu'elle gouverne sur le tout. Je pense que c'est à ça qui ramenait. Et le côté de, pour que ça puisse être possible, il faut que tout soit en commun. Les enfants, l'éducation, la garde des autres citoyens et tout le reste. Et ce qui vous intéresse, puisque je m'étais avancé et qu'il me faut prouver mes dires à chaque fois, et que je peux le faire, c'est sur l'homosexualité, le côté LGBT. Il y en a un sur Internet qui m'avait dit « ça n'existe pas, Platon a jamais dit ça ». Bon, procure-toi le livre et on en reparlera. Platon, donc République 5, dans ce livre, page 172. Écoutez ceci. « C'est qu'ils seront, répondis-je, dans la nécessité d'employer un grand nombre de remèdes. Un médecin, même au-dessous du médiocre, paraît suffire à soigner des gens qui n'ont pas besoin de remèdes, mais qui veulent bien suivre un régime. Si au contraire l'application des remèdes est nécessaire, nous savons qu'elle réclame un médecin plus aguerri. C'est vrai. Mais où veux-tu en venir ? À ceci, repartis-je. Il me semble que les magistrats seront obligés de recourir souvent au mensonge et à la fraude dans l'intérêt de leurs subordonnés, et nous avons dit quelque part que tous les mensonges de cette espèce étaient utiles, à titre de remède. Nous avions une bonne raison de le dire, fit-il. Eh bien, cette bonne raison semble jouer dans les mariages et dans la procréation des enfants un rôle qui n'est pas de petite importance. Comment cela ? Il faut, repris-je, d'après les principes que nous avons admis, que les sujets d'élite, de l'un et de l'autre sexe, s'accouplent le plus souvent possible, et les sujets inférieurs le plus rarement possible. Il faut de plus élever les enfants des premiers, non ceux des seconds, si l'on veut maintenir au troupeau toute son excellence. D'un autre côté, les magistrats doivent être les seuls dans le secret de ces mesures pour éviter le plus possible les discordes dans le troupeau des gardiens. Ce qui signifie qu'on est sur un eugénisme qu'ils appelleraient positif, donc sélecteur. Sélecteur du fait qu'on met les meilleurs sujets ensemble, on laisse l'hétéronormativité, et pour les inférieurs, on promotionne les mauvaises mœurs, le côté sodomite. Homme-homme, femme-femme. Enfin, homme-homme pour le côté sodomite et femme-femme pour ce qui est du côté des lesbiennes. À cette époque, il n'y a pas de technique de procréatique où on peut comme ça faire des fécondations in vitro. Ça n'existe pas. Ou encore donc la PMA et la GPA qui en soi se rattachent à la technique de la fécondation in vitro. Ça n'existe pas. Donc c'est leur moyen d'amener ceux qui leur paraissent indésirables à la médiocrité, au plus bas de l'échelle, à s'adonner à des pulsions sexuelles limite pires que les animaux, et comme ça ils s'effacent, ils ne se reproduisent pas. Ce qui est écrit dans République 5 de Platon, on le retrouve dans un livre de Margaret Sanger. Je ne l'ai pas avec moi en papier, il est sur Internet, je vous lirai les passages si ça vous intéresse. Qui pareil, donc celle qui est à l'origine du Planned Parenthood, planning familial américain, au nom de la liberté des femmes, le côté de... Tu peux prendre des pilules du lendemain, avorter. C'est ton droit, c'est ton corps. Pourtant, dans le même temps, on entend les féministes dire que faire un enfant, c'est deux. C'est un homme et une femme. Donc c'est aux deux d'assumer. Certes, c'est la mère en premier qui a mon corps, mon choix, parce qu'elle va porter l'enfant. Mais elle ne peut pas faire abstraction, obscurcir ce que son compagnon ou la personne avec qui elle a fait l'acte voudrait aussi en dire. Ils sont deux dans la formation de cette vie, ils sont deux à avoir fait l'acte, normalement en consentement. Donc, quand tu as fait l'acte en consentement, tu es censé savoir, par l'éducation, que si tu n'es pas protégé, tu risques de se reproduire. Et en soi, ce n'est pas un risque forcément, mais en tout cas, il y a cette probabilité que vienne l'embryon, le fœtus et puis le bébé. Donc c'est une vie à concevoir. Tu ne peux pas, et c'est là aujourd'hui on a enlevé la responsabilité. On a dit, amusez-vous, c'est votre droit, ne réfléchissez pas. Je suis désolé, moi je trouve ça atroce. Que l'IVG soit possible, même l'IMG, ce que je trouve déjà très atroce, pour les personnes qui ont été agressées, violées par des criminels. On peut à peu près l'entendre. Voire on peut même leur rendre l'accès. Parce que je comprends que voir le visage
quelque part en partie de son bourreau tous les jours et l'élever dans la bienveillance, c'est compliqué. Et en plus, surtout, voir l'enfant, bref, la transformation du corps et tout ce qui s'ensuit, même psychologiquement, ça peut être un lourd fardeau qui pousse carrément à la victime. Déjà victime, voyez-vous, d'être encore une fois victime et d'en venir à se persécuter elle-même, à se suicider. Donc ça, je peux le comprendre. Maintenant, des personnes qui sont passées par des cursus scolaires, qui les ont alphabétisés, qui leur ont rendu l'accès aux sciences de la vie de la Terre, donc au cours des SVT, même si dans d'autres régions du monde, ça se nomme différemment, je ne peux pas le concevoir de la même sorte. Surtout que quand on voit que c'est pas vraiment cette liberté-là que la Margaret Sanger veut octroyer, veut propulser pour les femmes, mais que derrière elle nous sort des livres sur l'eugénisme et qu'elle explique justement que les hautes castes, les beaux profils doivent rester dans l'hétéronormativité et les autres, au contraire, leur favoriser, sans forcément l'homosexualité, l'accès à l'IVG. Parce qu'il se ramène au principe de population de Malthus également. Enfin, pas Platon, mais Margaret Sanger. Donc je vous ai encore prouvé ce que je disais. Pour ceux qui ragent, c'est pas grave. Le meilleur des mondes sexuels. Donc là, il y a plusieurs passages, je ne l'ai pas encore fini. Vous voyez, souvent les livres, je les entame jusqu'à 100, 150 pages, et après j'essaie de recouper avec les autres. Mais il viendra le moment où je les finirai. Page, on a dit 79. La rébellion. Voilà ce qui est inscrit. Pas d'avenir sans famille. C'est le titre de l'Homme Nouveau du 24 juin 2007 qui transcrit une exhortation du père Alain Hochmiller, prieur de l'Institut de la Sainte-Croix de Rimont, institut qui prend en charge un village d'enfants dont un certain nombre ont particulièrement pâti de la dislocation de leur famille. Puisque dans ce monde moderne, quelques clics suffisent pour divorcer. Les femmes comme les hommes veulent seulement s'amuser, l'épicurisme, ne jamais souffrir, ne pas être dans des variables hauts et bas, ils veulent seulement être dans leurs ébats, comme je l'avais dit dans un de mes freestyles. Et ça mène à ces familles recomposées, ou encore à ces femmes qui voyaient dans l'étranger « Waouh, il a traversé tant de choses, tant de cultures à m'apporter, moi qui suis autochtone, européenne, sans aucune culture, en gros, à se mettre ça dans la tête, elles sont persuadées par le gauchisme que nous n'avons aucune grandeur, et donc seul le moyen de s'élever, de se réaliser, c'est par l'autre, celui qui est extra-européen. Donc elles vont se métisser, ça a échoué, elles vont se remettre avec un autre métis ou encore avec un autre d'une culture africaine, et elles vont enchaîner comme ça en fait les passes, sauf qu'elles font ça gratuitement. Et elles arriveront à avoir des mômes de plein de pères différents, qui eux vont se retrouver dans des situations assez déplorables. Et on parle aussi des familles autochtones ou non d'ailleurs, qui pareil se séparent, parce qu'ils ne veulent pas assumer leur rôle. Ils sont déresponsabilisés. Il y a l'État qui passera derrière, de toute façon on peut les placer en foyer. Il y a l'État qui passera derrière, parce que même si on ne les place pas, on prendra la thune pour les mots, mais on les laissera à la dérive dehors à traîner. Sans normes, sans règles. Et ça mène à ce que nous disent. Donc je vais citer. Cellule de base de la société. La famille est le modèle de toute vie en commun, de toute société. Quand la famille est malade, c'est toute la société qui souffre d'un redoutable cancer. Non, ce n'est pas à l'homme, fût-il député, ministre ou président, ce n'est pas à l'homme d'inventer et de réinventer la famille. En nous disant qu'aujourd'hui, deux hommes peuvent adopter un enfant. Que deux femmes, aujourd'hui, peuvent faire la PMA. Donc carrément créer un enfant, entre guillemets. Quand ce n'est pas en adopter un. Qu'on arrivera à la GPA, où une mère portera un gamin. Et hop, une fois que la location du corps est terminée, la marchandise sera remise à ceux qui voulaient cette procréation artificielle. Mais regardez, on va revenir sur ça après parce que c'est bien trop grave pour laisser passer ces choses. Comme je le disais, le titre du direct, c'est « L'ultime transgression ». Je cite « En créant l'homme et la femme, Dieu a institué la famille humaine et l'a dotée de sa constitution fondamentale. Un homme et une femme unis en mariage forment avec leur enfant une famille. Cette disposition précède toute reconnaissance par l'autorité publique. Elle s'impose à elle. » Fin de citation, c'est du catéchisme de l'Église catholique, numéro 2203. Ce qui renvoie à ce que je disais, en tout cas, ce dont moi je m'inspire, donc c'est ce genre de support, pour dire
l'homme et la femme ne font qu'un, donc ils sont une chair, et donnent naissance à leur être le plus cher. On est toujours dans unité plus unité unifiée, qui ne se sont pas effacées mais seulement fortifiées, l'homme et la femme complémentaires, et qui donnent justement la suite, la continuité biologique, la reproduction. Et puis la compréhension que, en fait, de base, c'est des gamètes qui s'assemblent, qui vont faire une multiplication cellulaire jusqu'à former l'embryon. La multiplication donc continue avec tout ce qui s'ensuit au niveau de l'ADN. Et donc le bébé vient au monde, il devient ado, adulte, il vieillard, et à la fin, la sénescence, le ralentissement. Et voilà que l'homme biologique retourne à cette matière de poussière. Vous voyez, il est fait d'argile, et quelque part, hein, si on s'en remet à l'image de ce qui nous a été transmis par Dieu, lui qui est potier, nous a fait d'argile pour que nous soyons le contenant de quelque chose de plus grand, mais qui n'est pas forcément visible, qui est en nous, l'esprit et l'âme. Vous voyez, c'est un différent spectre, c'est de l'ordre de la lumière, de l'ordre de l'unique, de la vérité, face aux ténèbres qui sont nombreuses, etc. Et donc, encore une fois, ça mène à une compréhension du monde totalement différente. Avec les mêmes mots, on en vient à concevoir d'autres choses. Regardez la suite. Le monde se dresse orgueilleusement contre cet enseignement. Les sirènes de la culture de mort nous chantent sur tous les tons que l'homme n'a que faire de la famille, que la famille entrave la liberté, qu'elle étouffe la spontanéité, qu'elle est le vestige d'une époque patriarcale révolue dont le progrès a eu raison. Ce monde invite les enfants à la rébellion et les parents à la démission. C'est très important parce que ça nous renvoie... comment il s'appelait déjà ? Résistance au meilleur des mondes, que je vous avais déjà lu aussi, qui expliquait la façon dont ils détruisent les familles et les font s'effondrer. Pour s'en donner une image, les enfants aujourd'hui, par exemple, au repas de Noël, qui vont carrément critiquer les anciens ou autres, ou mettre des posts sur Twitter pour dire « ouais, j'en ai marre d'être avec les fascistes à ma table », c'est plus des lieux où on se réunit et on met même la politique de côté, ou alors on vient débattre et voyons, on s'enrichit ensemble parce qu'on accepte l'autre, il est quand même de notre famille. On a un intérêt au moins à se respecter, à s'écouter, ne serait-ce que dans notre famille, avec des idées divergentes. Justement, l'enrichissement des profils variés. Mais non, aujourd'hui, on préfère être en communauté qu'avec ceux qui nous ressemblent. Donc, on s'en donne à cœur joie sur Internet. Et quand ce n'est pas comme ça, c'est dans la vie, par des assos, des groupes politiques. Même si des fois ça va contre des idées qu'on aurait, certains vont s'engouffrer dans ça. Ils vont voir, par exemple, il y a des bonnes idées à droite, qu'il y a quand même des choses intéressantes, mais ils vont s'en couper. Et inversement, des gens de droite vont voir que certains socialistes proposent aussi des mesures tout à fait acceptables pour un bien commun. Mais ils vont vouloir directement les dégrader, en disant non, on ne peut pas les accepter, ça vient des gauchistes. Et là, il y a notre problème. Et d'ailleurs, c'est à ce même endroit que se trouve la malhonnêteté. Et les politiques le savent très bien. Et j'ai par exemple fait un post sur Morano. Morano, je marque rapidement une pause. On sort de ce qu'on était sur la perversion des gamins, etc. Mais on vient dans la perversion, cette fois-ci, des adultes. Cette Morano nous dit, fait tout un discours sur... Israël-Palestine, entre Tsahal et le Hamas, hein, donc deux entités en soi terroristes, et nous dit que c'est tout à fait normal de voir des gamins bombardés, par exemple là dans la ville de, je ne sais plus exactement le nom de cette ville, parce que je ne veux pas écorcher les choses, mais où on a vu plus de 40 personnes qui ont été tuées, des blessés, dont un enfant où il n'y a plus de visage, où il n'y a plus de tête carrément, décédé hein, dans les bras d'un de ses proches. Et cette Morano nous dire que c'était de toute façon légitime parce qu'il y avait deux terroristes. Non. Parce qu'il y a deux terroristes, tu dois tuer ne serait-ce qu'un innocent. Non, non. Ça, c'est pas être démocratique, c'est pas être dans l'humain. Et encore moins être catholique. Avec la croix de Lorraine qu'elle porte, symbole quand même de résistance. Comment tu peux en arriver là ? Et le plus grave, c'est que dans cet échange télévisé avec... donc Polska, une influenceuse, c'est vous dire en fait toute l'orchestration qui est mise en place, même s'il y a des acteurs qui ne savent pas vraiment qui le sont. Vous voyez, c'est un peu comme l'agent secret qui ne le sait pas qu'il l'est. Donc lui, il est vraiment efficace quoi pour les renseignements. Ou encore, plus nuisible peut-être pour l'humain, l'ignorant qui s'ignore.
et qui voudraient comme ça distribuer les bons points, comme je vous l'ai expliqué avec l'autre islamiste d'Internet. Et pour revenir à ce qu'a disait Seth Morano, c'est qu'au nom de la libération de certains otages, de la confrontation avec certains terroristes, on doit comprendre qu'il y a des dégâts collatéraux. En fait, on est dans la novlangue orwellienne d'employer comme ça, ça fait partie du plan, quoi. Pour se séparer, pour mettre fin à ces actes terroristes, on va tuer tout le monde. Non. Parce qu'en fait, ce qui se déroule, et là où ils ne réfléchissent pas, c'est qu'un parent, et même un occidental, son gamin qui se fait tuer, vous croyez qu'il va pardonner? Au contraire, vous venez de créer un nouvel agent, un nouvel adversaire. Et c'est pour ça que leur ambition de 2 États, Israël-Palestine, peut-être fut une époque, ça aurait été possible. Aujourd'hui, avec les accords d'Abraham, c'est que de la poussière tout ça. C'est de la poudre de perlimpinpin qui s'envolera aussi rapidement que la houle, voyez-vous, suit les mouvements, qui vient se fracasser contre les rochers. C'est exactement la même chose. Parce que ce qui se déroule là, il y a des familles derrière qui ne prêteront pas de pardon. Et c'est là où ça entraîne, voyez, ces mouvements guerriers qui ne prennent plus fin. Parce que du côté israélien, c'est pareil. Il y en a certains qui vont combattre le gouvernement de Netanyahou, mais qui, par des frappes, pareil, du Hamas ou des attentats ou ce genre de choses, ou avoir des proches qui vont décéder, vont se radicaliser. Et c'est là où on va arriver à un empire contre un empire. Ça commence par des groupes, ça continue par des nations, et ça se finit par des empires. Tout se constitue sous nos yeux. Et comme nous sommes chacun pris par notre ego, pris aussi par les sentiments, on se positionnera. On fera scission, on fera un camp contre un autre camp. C'est-à-dire qu'en temps de démocratie, entre guillemets, des fois on se confronte sur des idées, mais en temps de guerre, là malheureusement on en arrive sur le drame. Alors que moi ce qui me marque le plus, c'est que si Dieu intervenait et disait « mettez fin aux guerres, aimez-vous les uns les autres », dans la seconde qui suit, si nous sommes vraiment croyants, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout ce que vous voulez, à la voix de Dieu, aimez-vous les uns les autres, qui est en soi le commandement partagé. Les guerres devraient cesser. Mais est-ce que les humains pour autant les arrêteraient? Au vu des politiques menées, des désastres antérieurs, etc. Est-ce qu'ils écouteraient même la voix de Dieu? C'est là où je me pose la question. Quand je vois des chrétiens dériver comme ça, et quand je vois d'autres d'ailleurs courants aussi qui peuvent exister, qui en font de même. C'était peut-être un peu long, mais je devais vous partager ça parce que, je veux dire, comme je l'ai inscrit, qu'on n'aime pas la culture des autres, la religion, c'est une chose. Que l'on en vienne à limite applaudir ou légitimer des massacres, des génocides, non, faut pas déconner. Non, non, non. La droite, la vraie, les catholiques, les chrétiens, ceux qui partagent le message du Christ, jamais ils n'iront applaudir un gamin, une femme ou même un homme qui se fait tuer et qui est innocent. D'accord? Sur le territoire français, par exemple, quand tu as un OQTF qui est là, qui prend une arme et qui va agresser une vieille ou une enfant et qui se prend une balle, et malheureusement, le flic, la balle, il a tiré, il a fait du mieux qu'il pouvait pour le neutraliser et la personne est morte, là on peut comprendre. Mais imaginez ce même flic qui tirait à côté à tout va comme ça, vous voyez, en France, papa, et il allumerait plein de gens innocents à côté. On dirait que c'est un terroriste, on dirait même pas que c'est un policier qui a agi dans sa mission et dans son ordre légitime. Alors pourquoi quand c'est des armées qui le font et qui vont même dans certains pays des fois violer ou autre, on trouve ça normal, on dit après tout, c'est des choses qui peuvent arriver, quoi, c'est des dommages collatéraux. Non. Surtout à l'heure où nous ne sommes plus aux épées, nous ne sommes plus à la poudre à canon et voyez, on envoie un boulet et ça atterrira ou ça va se loger. Là, on est sur des armes sophistiquées. Il y a des drones, il y a des armes capables de cibler. Ce qu'ils appellent les robots tueurs. Et ils ont bien d'autres technologies encore, mais ils ne les déploient pas parce qu'ils préfèrent faire du massacre. Et on le sait pourquoi. Je vous l'ai déjà partagé. Jared Kushner et d'autres. Ils ont le projet de récupérer tout ce territoire. C'est des sionistes. C'est un mouvement politique radicalisé, religieux, mais qui n'est pas nommé terroriste. Pourquoi? Et quand on le dénonce, sur Internet, certains vont dire en fait, tu le dénonces parce que tu veux donner une bonne image. Non. Je le dénonce parce que pour moi, c'est de l'atrocité, du crime contre l'humanité. Maintenant, par contre, si tu me questionnes sur est-ce que les juifs, certains sont légitimes
à être sur Israël, pas la nouvelle Israël qu'ils ont créée, l'ancienne Israël? Ma réponse est oui. Mais il n'y a pas à avoir de ségrégation. C'est là où on n'arrive pas à s'entendre. Et il y a rapidement le réflexe qui vient et qui veut mettre de l'invective, vous voyez, de la confrontation, parce que c'est un peu comme gauche-droite, c'est un clivage, et il doit rester tel quel. C'est comme chrétien-musulman, le clivage doit rester tel quel. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'être en opposition sur des programmes politiques, des programmes religieux. Vous voyez, ça doit rester tel quel. Et par contre, au moment où on peut se mettre en accord sur certaines choses qui concernent l'humanité, là non, parce qu'on a déjà trop de divergences, alors sur ça, même si on dit la même chose, on ne doit pas être ensemble. Libre à vous, de toute façon, il ne s'agit même pas d'alliance, il s'agit seulement de dénoncer le crime et de le faire condamner. Donc pas de manifestation, ce genre de choses, c'est inutile. Passons directement au jugement. Comment se fait-il qu'il y ait eu du Nuremberg et que là, il n'y ait rien? Et comme ça, on peut poursuivre. Je vais revenir à cet élément, parce que de toute façon, on le voit, c'est international. En dehors là, des massacres dont on parle, on est sur des drames qui s'attaquent en fait à l'humanité, à la civilisation, qui veulent qu'une seule chose, un immense affront, pour qu'après nous soyons tellement désespérés dans la stratégie du choc de Naomi Klein qu'on en vienne à dire c'est bon, on abdique en fait. Qu'est-ce que vous voulez quoi? On est trop fatigués. Et on le sait. Les hommes, paraît-il, naissent libres et égaux en droit. Formule ambiguë d'où découlent 1000 contre-vérités. Il y avait une citation, nous naissons libres et égaux, mais dès le lendemain nous ne le sommes plus. C'est exactement la même chose. Non, l'homme ne naît pas libre. Il naît faible et démuni. Il naît vulnérable et menacé. Plus que jamais menacé d'ailleurs par cette société qui lui chante qu'il n'est libre, mais qui lui retire d'abord le droit de naître. Dites-moi, qu'est-ce que la liberté du petit homme qui naît? S'il survit au fléau criminel de l'avortement, qu'on ne lui donne d'une main que pour mieux la lui retirer de l'autre, qu'on met en péril sa famille, la véritable liberté d'un enfant est entre les mains de ses parents. Elle n'est protégés que par des parents qui, fidèles à leur mission sacrée, sont prêts à faire justement le sacrifice de leur propre liberté, de leur tranquillité, de leur confort, de leur caprice, pour se mettre au service des enfants auxquels ils ont donné la vie. Le premier droit de l'enfant, son véritable bien, est d'avoir une famille stable, sereine, unie, pour protéger l'enfance contre les assauts furieux du monde. Nos familles doivent être les remparts, elles doivent être des citadelles. Fin de citation. Alléluia. Je vous avais sélectionné après donc la page 64 quand le pape Pie XI en 1930 déplorait dans l'encyclique Casti Connubii ce qui suit, je cite: ce n'est plus en effet dans le secret ni dans les ténèbres, mais au grand jour que laisse de côté toute pudeur, où foule aux pieds, où l'on tourne en dérision la sainteté du mariage, par la parole et par les écrits, par les représentations théâtrales de tout genre, par les romans, les récits passionnés et légers, les projections cinématographiques, les discours radiophonés, par toutes les inventions les plus récentes de la science. On y exalte au contraire les divorces, les adultères et les vices les plus ignominieux. Et, si on ne va pas jusqu'à les exalter, on les y peint sous de telles couleurs qu'ils paraissent innocentés de toute faute et de toute infamie. Les livres même ne font point défaut, que l'on ne craint pas de représenter comme des ouvrages scientifiques, mais qui, en réalité, nous souvent qu'un vernis de science pour se frayer plus aisément la route. Et goutte à goutte, cela s'insinue dans toutes les catégories d'hommes, riches et pauvres, ouvriers et maîtres, savants et ignorants, célibataires et personnes mariées, croyants et impies, adultes et jeunes gens, à ces derniers surtout, comme à des proies plus faciles à prendre, les pires embûches sont dressées. Et pour ce livre, je vous ramènerai à la page 36, parce qu'en fait je me fais une passerelle avec Michael J. Sandel. Juste qu'est-ce que j'avais mis, page 36, que je regarde, stérilisé. En 1927, publication et large diffusion de Mein Kampf, dont les lignes suivantes traduisent la filiation eugéniste. Je cite: tout croisement de deux êtres d'inégale valeur est en contradiction avec la volonté de la nature qui tend à élever le niveau des êtres. Ce but ne peut pas être atteint par l'union d'individus de valeurs différentes, mais seulement par la victoire complète et définitive de ceux qui représentent la plus haute valeur. Le rôle du plus fort est de dominer et non point de se fondre avec le plus faible, en sacrifiant ainsi sa propre grandeur.
Seul le faible de naissance peut trouver cette loi cruelle, mais c'est qu'il n'est qu'un être faible et borné. Mais la perte de la pureté du sang détruit pour toujours le bonheur intérieur, abaisse l'homme pour toujours, et ses conséquences intellectuelles et morales sont ineffaçables. C'est dans le sang seul que réside la force ou la faiblesse de l'homme. Les peuples qui ne reconnaissent pas et n'apprécient pas l'importance de leurs fondements racistes, qui renoncent à la pureté de leur sang, renoncent du même coup à l'unité de leur âme. La dislocation de leur être est la conséquence naturelle et inéluctable de l'altération de leur sang. Fin de citation. Ce qui renvoie à Galton, l'eugénisme, ce qui renvoie à Huxley, mais également, comme on l'a vu, au Webb, qui avait fait un manifeste pour faire attention aux ressources attribuées aux plus pauvres, aux démunis, au niveau des soins aussi qui leur sont accordés. Donc eux, ils appelaient ça l'eugénisme toujours positif. Et dedans, Hitler, on voit qu'il se réinspire en fait de ce qu'on a vu avec Platon, avec Gustave Le Bon. Et j'ai pas fini toutes mes lectures, mais c'est pour vous dire déjà ce que je vois au niveau des connexions. S'il en arrivait à une telle horreur, c'est qu'il a été inspiré par certains qui ont, avec une très belle plume, déclaré certaines choses qui auraient nécessité d'avoir des contradicteurs. Et c'est là le problème de socialistes ou autres, qui n'arrivent pas à être dans la contradiction. Parce qu'en fait, eux, ils ont une rêverie, une utopie, et ils restent focus dessus. Et de l'autre côté, c'est pareil, des Hitler, etc. Eux-mêmes, c'est une utopie, mais en fait, les deux sont des dystopies. Et c'est prendre position de comment on peut lutter contre l'un et contre l'autre. Et c'est pour ça que je disais récemment qu'on doit s'intéresser à la craniométrie, à l'anthropologie, à bien d'autres choses encore, pour voir ce qu'il est vrai et ce qu'il est faux. Et comprendre ce que certains missionnaires, par exemple, ont apporté. Parce que c'est le cas dans Malthus. Je vais vous lire un passage après. Et on reviendra aussi, tiens, c'est ça que je voulais faire rapidement. J'espère que c'est pas trop décousu. Normalement, j'ai donné quand même un ordre assez chronologique à tout ça. Donc dans le livre de Charles Darwin, L'expression des émotions chez les hommes et les animaux, à la page 24, donc après il y a plusieurs endroits où j'ai marqué des choses, mais c'est celle-ci qui m'intéressait. Il met, cinquièmement, il m'a semblé de la plus haute importance de vérifier si les mêmes expressions et les mêmes gestes sont courants, comme on l'a souvent affirmé sans beaucoup de preuves, chez toutes les races humaines, en particulier chez celles qui n'ont eu que peu de relations avec les Européens. Je marque une pause. Ça, c'est Charles Darwin. Donc quand on nous dit qu'il n'a jamais reconnu des races différentes, des supérieurs et des inférieurs, c'est un mensonge. Certes, il n'a pas appelé à la sélection, entre guillemets, d'en supprimer certains, mais il a bien fait la différenciation. Et c'est son cousin Francis Galton qui parle d'eugénisme. C'est son ami et fervent défenseur Thomas-Henri Huxley qui portera certainement cette voix par l'héritage qu'il transmettra à ses enfants et petits-enfants, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui nous est pondu UNESCO par Julian Huxley, avec les différences biologiques et les éducations qu'on va apporter aux uns et les autres qu'on va délaisser, qui renvoie à nouveau donc, à Platon et à bien d'autres choses encore. Et je peux continuer comme ça à Huxley, donc à Aldous Huxley par rapport au Mère des Mondes. Mais là où j'en viens, c'est qu'il voit bien qu'il déclare que les Européens sont supérieurs, puisqu'il dit « étudions les races humaines, en particulier chez celles qui n'ont eu que peu de relations avec les Européens ». Pour prouver qu'il y aurait une différence. Peut-être de rites inférieurs, de comportements qui seraient plus sauvages, barbares. Et on rappelle le mot barbare à la base même, et donc j'ai un autre livre sur la race, puisque je m'interroge aussi sur ces événements. Vous voyez, je ne suis pas fermé à différentes choses qui ont pu être présentées. Et ça renvoie au côté hellénistique. Vous voyez, c'est est-ce que tu appartiens à cette société, est-ce que tu parles leur langue? Et dedans, pareil, il développe le côté... comment dirais-je? J'ai les plans en tête, voyez-vous. Enfin, c'est pas grave. Ça me reviendra. Mais c'est le côté de... Dans un premier temps, le barbare, c'est celui qui parle pas la langue. Et après, je crois que c'est avec Xerxès, un truc comme ça. C'est au moment où ça va se confronter que là, ça va partir plus loin. Et c'est vraiment celui qui n'est pas de ton peuple. Parce que ça attache une connotation négative de celui qui est méchant, qui est prêt à commettre le crime et d'autres vices encore. Mais je vous avoue que j'ai plus assez de mémoire sur ce livre pour en faire la présentation de tête. Il me faudrait le support. Mais bon, à nouveau, vous comprenez, on peut les recouper.
Toutes les fois que les mêmes mouvements, toutes les fois plutôt que les mêmes mouvements des traits ou des corps expriment les mêmes émotions chez plusieurs races humaines distinctes, nous pouvons en inférer, avec une grande probabilité, que ces expressions sont vraies, c'est-à-dire sont innées ou instinctives. Des expressions ou des gestes conventionnels acquis par l'individu au début de sa vie auraient été probablement différents dans les différentes races. De la même manière, par les langues de celles-ci sont différentes. Tu vois, de la même manière que les langues de celles-ci sont différentes. C'est pourquoi, au début de l'année 1867, j'ai fait imprimer et circuler le questionnaire suivant, avec cette prière qui fut pleinement exaucée, que l'on y apporta des réponses fiables fondées sur des observations réelles et non sur la mémoire. Donc des gens qui étaient missionnés pour ça. Ce questionnaire fut rédigé longtemps après que mon attention eut été occupée par d'autres objets, et je me rends compte à présent qu'il aurait pu être grandement amélioré. À certains des derniers exemplaires, j'ai ajouté manuscritement quelques remarques additionnelles. Je cite. En 1. L'étonnement s'exprime-t-il en ouvrant tout grand les yeux et la bouche et en levant les sourcils? 2. La honte provoque-t-elle un rougissement quand la couleur de la peau permet de voir celui-ci, et en particulier, quelle est sur le corps l'étendue de ce rougissement? En 3. Quand un homme s'indigne ou lance un défi, fronce-t-il les sourcils, redresse-t-il le corps et la tête, écarte-t-il les épaules et serre-t-il des poings? En 4. Quand il réfléchit profondément sur un sujet ou essaie de résoudre une énigme, fronce-t-il les sourcils ou plisse-t-il la peau qui est au-dessous des paupières inférieures? En 5. Quand il est abattu, les coins de sa bouche s'abaissent-ils et les extrémités intérieures des sourcils sont-elles relevées par ce muscle que les Français appellent muscle de la douleur? Dans cet état, le sourcil devient légèrement oblique et se renfle un peu à son extrémité intérieure et le front se plisse transversalement dans sa partie moyenne, mais pas dans toute sa largeur, comme lorsque les sourcils se lèvent sous l'effet de la surprise. Et après, il y a encore plein d'autres critères dont je vais vous passer les détails, mais on est sur, de toute façon ça porte son titre, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, est-ce que c'est inné ou bien héréditaire? Et il y a certains comportements qui semblent être un héritage. Et donc il en vient là, après, à la différence des civilisations et la suite. Je vous avoue, pareil, cette lecture date un peu, j'avais quelques marque-pages, mais je n'ai pas l'intégralité. Donc on en revient à celui-ci. Donc on est à 1h27, je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, on s'arrêtera peut-être de la ville au technocosme, et on gardera l'ultime transgression, donc refaçonner l'homme, qui sera le titre, certainement, de ce dernier épisode qui adviendra par la suite. Le 31 décembre 1933, dans une allocution consistoriale, le pape Pie XI condamne la loi nazie de stérilisation et d'eugénisme. Cette condamnation sera renouvelée le 24 mai 1935 devant le Congrès international des hôpitaux. Donc les chrétiens n'ont jamais soutenu les nazis et leur sélection artificielle, leur destruction de l'être humain et surtout la stérilisation et l'eugénisme. Mais si je prenais cette référence, hop, que je regarde ça à peu près ici, je regarderai après à la fin du direct si j'ai bien remis la page où j'étais. Ça nous envoie à Michael Sandel, page 87, tac tac tac. Toujours les socialistes, mais qui se penchent aussi sur un travail où on devrait prendre position, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'atroce, il faut voir comment on gère une situation catastrophique. Et là, on est sur des espèces pour se faire stériliser. Vous captez le jeu de mots. Des espèces, les billets, et puis des espèces à la fois, on en revient aux animaux. Chaque année, des centaines de milliers de bébés naissent de mères toxicomanes. Ces nouveau-nés ont été parfois si intoxiqués in utero qu'ils présentent un syndrome de sevrage néonatal, et nombre d'entre eux seront maltraités ou délaissés. Quand ils ne sont pas placés, ils se retrouveront avec des parents toxicomanes qui peut-être ne leur apporteront pas suffisamment de nourriture, viendront à les battre ou viendront encore à les mettre dans des réseaux criminels ou par cette intoxication, dès la naissance, les auront placés dans un état d'handicap. Il y a un sujet. Mais que faisons-nous? C'est-à-dire que là, on est non pas dans la solution, dans le soin, on est dans la destruction du malade. Vous voyez, on n'enlève pas la maladie, on éradique le malade. En l'occurrence, là, le malade toxicomane,
On va pas lui trouver une solution. On va lui dire, tiens, on te donne un peu de sous, t'avortes, et comme ça, en fait, avec ces sous, on laisse présager qu'il pourra se procurer de la drogue, qu'il pourra continuer à se shooter, quoi, jusqu'à ce qu'il en vienne à clamser. Barbara Harris, fondatrice de l'organisation caritative Project Prevention, a imaginé une solution fondée sur le marché. Son association domiciliée en Caroline du Nord offre $300 en espèces aux consommatrices de stupéfiants qui se font stériliser ou utilisent un mode de contrôle des naissances à long terme. Plus de 3000 femmes ont accepté cette proposition depuis qu'elle a lancé ce programme en 1997. Pour les opposants à ce projet, il est moralement répréhensible de verser un bakshish en échange d'une stérilisation. Inciter financièrement des drogués à renoncer à leur capacité reproductive équivaut selon eux à exercer une coercition d'autant plus irrésistible que ce programme cible les habitantes vulnérables des quartiers pauvres. Plutôt que d'aider les intéressés à surmonter leur addiction, la somme qu'elles reçoivent la subventionne. C'est ton plein également. Je cite. « Ne laissez pas une grossesse gâcher votre toxicomanie », recommandait un dépliant publicitaire. Et là, ce qui est à comprendre, c'est que la personne qui est malade à l'instant, on l'a condamnée à vie. On voit qu'elle est toxicomane, on n'essaie pas de la soigner. Au contraire, on l'enfonce et surtout, on lui fait comprendre que ça y est. Il faut la stériliser. Donc si dans 10 ans, elle va mieux et qu'elle veut un enfant parce qu'elle est soignée, ça y est, elle est sevrée, à ce moment-là, elle devra passer par la PMA ou la GPA. À nouveau, derrière, il y a l'ordre économique. S'ils font ce genre de démarche, c'est jamais du côté caritatif, gratuit, bénéfique pour l'humain. C'est qu'ils voient qu'ils pourront investir ailleurs. Je trouve ça atroce. Page 125. Comme on arrive à cette idée d'une terre finie, d'une population augmentant, de problèmes de santé, de toxicomanes, d'handicapés, de gens qui ne prennent pas soin également de leurs enfants, de personnes qui viennent à se séparer et donc créer un chaos familial, alors il y a l'idée qui est présentée d'un permis procréatique, donc de pouvoir procréer grâce à un permis. Et on arrivera également, vous voyez, ces animaux qui sont maltraités. Le commerce déjà animal, il me semble, va être interdit. Ou l'est déjà, je ne sais plus. Donc tout est légiféré. Derrière, si demain tu voudrais un animal, tu ne l'achèteras pas. En fait, tu passeras certainement par une formation payante. En fait, tu achèteras l'animal de façon insigneuse, tu sélectionneras celui que tu veux, mais pour l'obtenir, il te sera donné gratuit à la suite d'un permis, comme quoi tu as été, pas enseigné, mais comment dirais-je, on t'a donné les cartes en main, d'accord ? On t'a mis une formation pour savoir comment prendre soin d'un chat, d'un chien ou d'un autre animal encore. Ensuite, tu dois mettre en pratique. Et à la suite de ces ateliers, tu auras ton titre qui te sera délivré et qui te permettra d'obtenir l'animal que tu désirais. Avec peut-être un contrôle une fois de temps en temps. Ils arrivent à mettre des permis partout. Même, il me semble, pour les trottinettes, ils travaillent sur ça. Pour les vélos, pareil. Ils travaillent au moins sur le fait d'assurer les vélos. Ils arriveront au moment où ils mettront un permis. Donc on a eu le pass sanitaire, le pass écologique. Il y aura un pass pour avoir un animal au nom du bien-être et de tous ceux qui les ont abandonnés ou qui leur ont carrément, ils les ont privés de nourriture ou privés de sortie ou ce genre de choses. Et bien pour les enfants, on arrivera pareillement à ça. Regardez le nombre de pédocriminels. On parle bien des familles où, de façon intrafamiliale, il y a des agressions, il y a des maltraitances, des coups et blessures. Il y a encore des gens sous nutrition ou carrément des parents irresponsables aussi qui leur... Allez, tu veux du fast-food tous les jours ? Tiens, on te met ton grec. Tiens, on te met le McDo. Et puis l'enfant, il est déjà en état d'obésité à un âge où normalement tu es censé te déployer, vous voyez, t'adonner à des activités. Ils le mettent plutôt dans un état sédentaire, face à un écran, il fait pas chier, il fait pas trop de bruit, il joue, puis il se nuit à sa santé. Donc c'est des parents irresponsables. Et on a plein d'autres choses encore. Ce qui mènera certainement à cette idée-là. Au nom du bien-être, de la lutte contre la dégradation climatique, environnementale, des ressources limitées, d'une égalité pour tous, à l'accès au logement, aux soins et à tout ce qu'on veut, il y aura une limite d'êtres humains. Donc, un quota, peut-être par personne ou par couple, de pouvoir procréer.
Et on en arrive à, donc après aussi au nom du bien-être, comme je disais, à ce qui déclarait, alors j'avais mis page 125, je crois. Ouais, c'est ça, page 125, donc Kenneth Boulding, dont on a déjà parlé. Plusieurs économistes occidentaux ont assez curieusement plaidé en faveur d'une approche du contrôle des naissances. On rappellera le livre de Margaret Sanger, il me semble que c'était Bird. Comment ça s'appelait? Je sais plus, en anglais c'est Bird quelque chose, il me semble, Bird. Contrôle des naissances, bref. J'ai plus le nom en tête et comme je suis très mauvais en anglais, je vous l'accorde, ça c'est quelque chose que je dois travailler. Donc plusieurs économistes occidentaux ont assez curieusement plaidé en faveur d'une approche du contrôle des naissances fondée sur le marché qui est étonnamment similaire au système à base de frais que les gouvernants chinois essaient d'éviter. Ces économistes ont poussé les pays qui ont besoin de limiter leur population à délivrer des permis de procréer négociables. Kenneth Boulding a remarqué, dès 1964, que des licences de procréation monnayables permettraient de régler le problème de la surpopulation. On rappelle, Kenneth Boulding, en relation avec, dans ces mêmes années, le Club de Rome, qui avait établi le document, comment il s'appelait? Manuels ou quelque chose comme ça, justement sur le catastrophisme, l'alarmisme, c'est la fonte des glaciers, c'est la pollution environnementale, c'est une population grandissante. Qu'allons-nous faire? Merde. Et bien là, Kenneth Boulding, donc lui proposait dès 1964 de régler le problème avec des permis de procréer qui seront plus payants. Donc un certificat que chaque femme recevrait, ou deux selon la politique retenue, qui lui donnerait le droit de devenir mère, puis ensuite elle serait libre d'en faire usage ou de le vendre au tarif en vigueur. Donc il a imaginé ça, que les adultes impatients d'avoir des enfants pourraient acheter les certificats que les pauvres, ceux qui ne peuvent pas subvenir déjà à leurs propres besoins, alors un enfant, sans les aides de l'État, c'est inimaginable, les bonnes sœurs, celles qui ont fait un vœu pieux, les tantes restées vieilles filles, donc pareil, qui en soi ne sont pas données à des sexualités quelconques, et qui pourraient justement vendre sur le marché ces titres de procréation. Et pourquoi pas ces cibles aux LGBT, à ceux qui sont en polyamour, à 4 hommes, 5 hommes qui sont ensemble, mais qui veulent éduquer des petits gamins. C'est dérangé, mais qui pourront l'obtenir par ces droits de procréation, ces titres qu'ils pourront employer sur le marché, comme ce sont des hommes, à la gestation pour autrui. Acheter ça et acheter là, et en fait on est vraiment dans un ordre du biocapital, de l'économie, comme le disait Céline Lafontaine également, ou encore Blanche Streb. J'ai tellement de références que j'espère ne pas perdre les gens. Je propose d'arriver à ça, et après on va voir, parce qu'on est déjà 1h37. Donc on a vu. Tout est reproduit de façon artificielle. À partir du moment où on bascule sur l'ordre de fécondation in vitro, on passe par les laboratoires des scientifiques qui peuvent, en dehors du liquide amniotique, déjà prélever quelques cellules. Donc le liquide amniotique, vous savez, c'est dans le ventre de la femme, c'est là où le fœtus, l'embryon, le bébé baigne. D'accord? Et après, ça lui apporte, c'est sa protection, on va dire. Ça lui apporte tous les nutriments, tout ce qui va être bon, etc. À l'époque, pour faire un dépistage prénatal, donc, c'est-à-dire prélever quelques cellules du bébé qui est encore dans le ventre, il fallait insérer une aiguille, percer le liquide amniotique en faisant attention, voyez-vous, que ça n'entraîne pas d'infection ou encore d'autres dommages pour le développement du bébé, prélever quelques petites cellules et les faire analyser par des batteries de test. Aujourd'hui, ils ont amélioré les techniques et ils ont un dépistage pré-implantatoire. Donc là, cette fois-ci, l'embryon n'est pas encore dans le ventre de la femme. Il est dans un laboratoire, on peut dire, on appelle ça les bébés éprouvettes. Et ils vont prélever, ils vont faire analyser. Si par exemple, il y a une maladie, alors aujourd'hui c'est trisomie 21, mais demain ça sera autre chose, la myopie ou d'autres problèmes encore, et bien les parents, on va les voir, on fait le point. Vous avez 3 embryons. Il y en a un où on a décelé une probabilité de cette maladie-là. Est-ce que vous voulez le conserver? Ah non, ça va nous faire chier, nous aujourd'hui, on est déjà assez occupés, on a une visée de progression professionnelle. Donc non, allez-y, mettez-le à la poubelle. En gros, c'est ça. Sauf qu'en plus, l'embryon n'est pas détruit, il est renvoyé après à des laboratoires qui peuvent faire des expériences ou récupérer les cellules. On est vraiment dans la marchandisation de A à Z. Et on a comme ça donc l'idée de refaçonner l'homme
comme je l'ai dit, hein, par ses permis, par les normes imposées, au nom du bien-être, l'ARN messager, par exemple, par la suite, affaire avec CRISPR-Cas9, ciseaux génétiques, et c'est là où on en arrive à Tali, l'artefact, enfin même les multiples artefacts où l'homme consomme l'homme. Il redevient cannibale. Et d'ailleurs, dans cet ordre cannibale, il y a même certaines personnes dérangées qui aujourd'hui consomment le placenta. Ils ont même sorti des bouquins. Comment cuisiner le placenta, faire tel et tel livre. Pour eux, les mères qui viennent juste d'accoucher. C'est dérangeant, mais c'est le monde actuel. Et comme on sort de l'ordre naturel, on arrive même à avoir des faux environnements, des fausses relations, de la vie au technocosme. Donc, comme je vous disais, il y avait plusieurs sous-titres. Celui-ci, c'est le meilleur des mondes. Dedans, qui est d'ailleurs très bien écrit, même s'il y a certains passages assez complexes. Donc, la camisole cathodique, le côté de la création d'un lieu holographique, l'écran de télé qui stimule à outrance, puis carrément vient saturer notre fonction d'ingestion visuelle, altérant notre esprit critique, notre possibilité d'émettre des contradictions, ce qui renvoie à mince, je ne sais plus son nom, mais une femme pareil qui avait dénoncé à l'époque les tubes cathodiques et la façon dont les images arrivaient de façon toujours plus effrénée, toujours plus rapide. Après, dans son livre, elle parle également de la traçabilité de tout un chacun. Au nom de la liberté, Big Brother est présent, et puis après Big Mother, hein, le contrôle des sentiments, c'est là où on en arrivera. Et notamment, elle parle de la fréquence 865 à 868 MHz qui a été enregistrée partout au niveau des politiques internationales pour accompagner la puce RFID qui arrive. Après, on est sur un idéal connexionniste, hein, tout le monde connecté, présent en tout temps, et comme on l'avait vu dans le livre, comment il s'appelle ? Bruno quelque chose, il me semble. La mémoire de Poisson Rouge, je pense que vous vous en rappelez. Dedans, il nous disait justement ce côté de l'homme qui à l'époque avait une notification pour les choses vraiment urgentes. Aujourd'hui, il est sollicité de partout, quoi. Publicité, un ami qui a posté quelque chose. Même les éléments, on va dire, sur lesquels en soi on pourrait passer à côté, deviennent importants. Donc après, il y a différentes choses, hein. L'architecture, l'accroissement continu, figure spatiale, ok, donc la tendance est au désir de tout agrandir. Ivan Illich a dénoncé la logique contre-productive, mais on en arrivait à ça. Comme il fallait limiter la production humaine et l'artificialiser, on a vu qu'ils ont carrément séparé les hommes et les femmes, et puis créé deux camps où, sur les inégalités, sur l'accès aux droits, enfin sur des choses, hein, des fois souvent imaginaires, qui sont montées en épingle, on en vient à s'insulter, à se diviser, pour le bonheur des capitalistes, puisqu'après, les hommes et les femmes qui ne se rencontrent plus n'arrivent plus à faire le moindre pas dans la rue, parce que harcèlement ou ce genre de choses en viennent à ne même plus oser l'échec, qui pourtant ramène à la confiance en soi, parce que c'est l'échec qui t'amène après à développer tes techniques, tes rapports aux êtres humains, au monde. On veut tout dans l'instantané, tout de suite. Et derrière, donc c'est Charles Pépin qui écrivait ce genre de choses. Vous voyez, persévérer et puis s'améliorer dans sa technique et dans sa façon aussi de se comporter. Parce qu'on n'est pas parfait et on n'atteindra jamais l'absolu non plus. Et de tout ça, que je me remémore parce que des fois, voyez, je vais loin, c'est... Oui, donc les rapports humains qui sont, comme je l'avais expliqué, disloqués, on n'arrive même plus à s'emboîter et faire des vraies pièces, voyez, qui vont pourtant ensemble. Si en tout cas on est dans un ordre philosophique où l'homme et la femme, il y a un homme pour une femme et une femme pour un homme, vous voyez en fait la destinée, loin des multiples conquêtes, des fornications qui peuvent exister. C'est encore une fois la philosophie, mais c'est aussi, je ne sais plus, c'était de Comte Sponville, je ne sais plus qui, vous avez déjà lu la chose, l'amour, comme tel, qui est une vertu, d'ailleurs la dernière des vertus, la plus difficile à la fois à concrétiser, mais la plus facile d'accès, et... dans ces idées des supérieurs, des inférieurs, des castes, des races et tout ce que l'on veut, de ceux qui méritent de vivre et de ceux qu'on doit éradiquer, eh ben, ils ont entré ça sous un schéma de la technique.
qui ramène à l'ordre commerçant. Et dedans, ils font pareil pour les animaux. Et je vous avais dit, il crée les robots, il les humanise, donc il leur développe pas seulement un corps charnel, ça va plus loin. Même si ouais, c'est un corps robotique, en silicone ou ce que l'on veut, il les articule quand même, ils ont reproduit à l'identique certaines plasticités. Et le côté cérébral. Vous voyez, pour l'homme, ça ne suffit pas. Sinon, ça ramènerait à la Genèse, où quand il était tout seul, Adam, il était perdu. Il avait besoin de sa moitié, d'une moitié, d'un amour, de quelqu'un avec qui partager sa vie, avec qui converser. Et bah, pour le nouvel être humain, cet homo novus qui monte dans la connaissance, il lui faut aussi quelqu'un avec qui discuter. Sans être emmerdé par les tracas, les aléas, les problèmes du travail, voyez, les inquiétudes. C'est bon, tout ça, il veut en fait s'en séparer, il veut converser, mais seulement lui être écouté. Comme on dit, voyez, dans les rapports commerçant-client, le client est roi. Donc on doit s'adapter à lui, on doit faire en sorte de ne pas rentrer dans sa zone de confort, on doit s'adapter, mais en même temps l'orienter. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est son objectif. En tout cas, elle est programmée comme telle, c'est-à-dire être à l'écoute, ne pas casser la zone de confort de son interlocuteur, y répondre, voire aller plus loin dans l'ordre sexuel. Vous voyez, tous les fantasmes, même les plus horribles comme on avait vu, qui étaient programmés pour certaines entreprises de robotique, et ne plus créer ce besoin d'avoir des enfants, ou une femme encore, puisqu'il vit avec le robot, qui est capable d'assouvir toutes ses pulsions sexuelles, capable de l'écouter et de répondre sans être à un moment abéti ou distrait ou ce genre de choses, et qui peut même ressortir les conversations d'il y a longtemps, et qui peut faire la cuisine, qui peut faire le ménage, toutes les tâches en fait dont l'humain souhaite se séparer. Faire la commande des courses pour qu'elles soient livrées à domicile. Mais l'humain, il fait quoi dans ça maintenant? Puisqu'il ne pense plus, la machine le fait à sa place et l'oriente. Puisque en soi, il est dans un univers où il pense avoir un choix, hein, comme je fais une référence à Unilever, ce grand groupe en été qui comme ça a plein d'entreprises qui lui appartiennent. Tu as l'impression du choix alors que tu reviens toujours au même. Le côté de la réflexivité. En fait, tu penses avancer, tu reviens au point de départ. Même tu recules. Tu perds. Et, à cette page 47, puisque quand même il faut que j'en revienne à ce livre, dedans, il est dit, pouvons-nous nous affranchir et affranchir notre existence individuelle et collective de tout ancrage dans la trame inconsciente de la vie qui émerge de la nature? Nous aménageons notre quotidien de manière si performante que s'estompe, accaparé, que nous sommes, par ce projet de maîtrise rationnelle de l'existence, l'enjeu d'une telle recomposition des paramètres de la vie humaine. Dans la joie préfabriquée du chien Aibo, nous percevons ce risque d'une possible illimitation du processus d'instrumentalisation de la nature. À l'orée du technocosme, cet effacement progressif de toute présence vivante, non technique, non fabriquée par l'homme, acte un effacement fondamental car lié à ce fond d'existence immense que nous avons partagé avec les animaux et dont nous nous trouvons soudainement dégagés ou orphelins. Nous sommes déjà entourés d'automates quotidiens. Demain, humanoïdes et robots, créés pour nous servir, habiteront avec nous une cité encore bien plus artificielle. Étrange enjeu, alors que celui d'une planète désertifiée, appauvrie biologiquement, et de la multiplication de nouvelles relations affectives avec ces robots. Une ligne d'horizon technique sépare déjà aujourd'hui l'homme de la faune et la flore. Ces éléments, qu'il a éloignés, affaiblis et canalisés, ne lui parlent plus autant qu'hier, ne produisent plus chez lui ces relations affectives profondes qu'engendraient leur contact direct. La nouvelle configuration de nos technotopes ouvre à de nouvelles rencontres. La séduction humanoïde des robots tient au fait qu'ils se présentent comme les guides dont nous avons besoin pour accompagner les mutations qui se préparent. Mais leurs yeux de plastique et leurs visages sans profondeur nous laissent-ils entrevoir un univers désirable? Telle est la question. Après, ça continue plus loin. Et dans la réédition de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial, donc la guerre ouverte contre les peuples, je reviens un petit peu sur ces automates et sur les robots qui ont été développés pour avoir une voix, à la fois dans la joie, dans la colère, interrogative, et également des humeurs, vous voyez, des... comment dirais-je? Des émotions, mais c'est pas vraiment ça, vous voyez, c'est plutôt des traits de visage qui sont tirés, un regard ou un sourire, ou au contraire, vous voyez, pas très content. Une sorte d'imitation du comportement.
L'imitation de l'imitation. Mince, ça va dedans aussi. Attendez, non. Pour comprendre la morale, ça allait dans Michael Sandel. Que je mélange pas tout. Et je vous propose, pour terminer aujourd'hui, donc il nous restera pour la prochaine fois Malthus à présenter. D'ailleurs, je ne l'ai pas terminé, je vais en profiter ces prochains jours pour le faire. Jean-Pierre Dix, donc l'ultime transgression, refaçonner l'homme. Jean-Pierre d'ailleurs Dickès plutôt. Et la fin de l'humanité, où dedans technologie, nouvelles, robotique, etc. Et pareil, on voit tous les projets chimériques, les bébés bulles, les brevets des cellules d'humains où on appartient au laboratoire, les tests ADN, là on sera un peu plus sur le côté de la biologie. J'espère en tout cas avoir été convaincant, avoir fait à nouveau une preuve de l'intelligence que je peux proposer sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous êtes en désaccord ou même à moitié d'accord avec ce que j'ai pu dire, à mettre des commentaires, à réagir, même à liker, commenter, partager, voilà. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir et les valeurs sont ancrées et la victoire assurée. Bye.